Yes. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça fait plaisir de voir tout cela, c'est hyper stressant mais ça va. Non, on va commencer, on a décidé à Emmaüs ce matin de vous faire commencer. En gros, le but du jeu c'est pour vous, ce titre-là, donc la fin du monde, qu'est-ce que j'y peux, et aussi la photo. Vous pouvez réagir sur la photo. Qu'est-ce que ça vous évoque le titre, juste la fin du monde, qu'est-ce que j'y peux? Quand vous y réfléchissez 2 secondes, vous, qu'est-ce que ça vous évoque en un mot? S'il y a des propositions, j'aimerais bien les avoir. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va y voir dans cette conférence quand vous venez à une conférence qui s'appelle La fin du monde, qu'est-ce que j'y peux? Ah. Effet papillon. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les battements d'ailes d'un papillon qui vont provoquer une tempête à l'autre bout du monde. Ok. Autre chose? Faire sa part, lutter, quoi. Le petit colibri. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Autre chose? La sensation qu'on n'y peut rien. Il y a un moment, le titre est assez explicatif lui-même. Hein. Ok, la sensation qu'on n'y peut rien. Autre chose? La fin d'un système. La fin d'un système. Ok, on rentre tous chez nous. Non, il y a des gens qui sont en train de le sauver là, ils ont pris le problème à bras le corps. Ouais. Autre chose? En quête de sens. C'est là qui n'ont pas vu le film, c'est un film intéressant. Voilà. Merci de ne me faire aucune remarque sur la photo que j'ai beaucoup de mal à assumer, mais voilà, hein, voilà. Le mec est vachement mal coiffé. Hein? Le mec est vachement mal coiffé, je sais pas qui c'est. Alors, vu que tu me provoques, il n'y a pas si longtemps, je suis allé voir une personne âgée qu'on va voir assez souvent, et elle m'a dit, elle a enfin compris, elle a vu un présentateur télé qui avait la même coupe que moi. Elle a dit, ah ça y est, je comprends en fait, vous êtes à la mode. Stylé, stylé, stylé. Ok, non, cette conférence, en fait, moi je l'ai faite, je l'ai écrite, et c'est un projet que je porte depuis un moment, parce que c'est le genre de discours que j'aurais aimé entendre il y a 10 ans, et qui m'aurait peut-être aidé, qui aurait accéléré une certaine période de ma vie et qui m'aurait poussé vers l'action un peu plus rapidement que ce que j'ai fait. Parce que moi, quand je me suis rendu compte des enjeux, j'étais pas du tout en mode c'est génial, on vit une époque formidable, on va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir aller vers une société du mieux et pas juste du moins pire. J'ai juste enchaîné pendant 4-5 ans tous les documentaires possibles et inimaginables. Tous les commentaires qui vous convainquent à chaque fois que vous entrez une bouchée dans votre bouche, vous avez la moitié du tableau périodique de Mendeleïev qui entre dans votre corps, que quand vous achetez un ordinateur, vous êtes en train de tuer la moitié de la Chine, 45 arbres en Amazonie, et que vous êtes en train de bousiller la planète. Donc ce genre de documentaires, je les ai enchaînés les uns après les autres. Je les ai partagés autour de moi, hein, avec mes amis, dont le cercle s'est réduit petit à petit parce que c'était juste des amis, c'était pas non plus des anges. Et qu'ils avaient eu un seuil de tolérance qui était ce qu'il était. Et ça m'a mis un temps en fait pour arriver à sortir de ce cercle vicieux de regarder toujours des trucs déprimants et pour quelque part à un moment changer mes lunettes et voir tous ces enjeux avec un autre angle. Un angle qui moi m'a permis de mieux vivre cette époque et aussi surtout de commencer à faire des choses. Et si c'est ça que je veux faire avec cette conférence aujourd'hui, c'est juste peut-être essayer d'accélérer les choses pour certaines personnes et pour juste vous témoigner de moi ce changement de lunettes que j'ai eu et qui m'a permis de regarder les choses sous un autre angle et potentiellement aider chacun à polir ses lunettes à lui pour qu'il lui aussi peut-être arrive à voir les choses d'une manière un peu plus positive et fasse des choses aussi concrètement pour que ce monde meilleur que je suppose on veut tous advienne. Ça c'est sur le fond de la conférence. Et sur la forme, c'est une conférence gesticulée. Donc, conférence gesticulée, je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît la conférence gesticulée? D'accord. Alors, la conférence gesticulée, c'est un format d'éducation populaire où c'est le conférencier qui parle de son expérience personnelle, de ses anecdotes, de ce que lui, il a ressenti et ce qui lui a fait changer de lunettes ou alors voir les choses différemment. Et en gros, on mélange les anecdotes, les savoirs chauds, comme ils appellent, donc, nos aventures de vie et ce qui fait qu'on a changé à un moment, et les savoirs froids, qui sont des savoirs plus académiques. Et on navigue comme ça, d'un savoir chaud à un savoir froid, pendant tout le long de la conférence, histoire de montrer un peu d'où viennent nos lunettes à nous et comment on peut partager ces lunettes-là.
Et pourquoi conférence mouvementée alors, et pas conférence gesticulée? Parce que même dans l'éducation populaire, il y a aussi des anarchistes, et j'ai préféré conférence mouvementée que conférence gesticulée. Merci, merci. Alors du coup... Attends, le bouton qui vient de pas se relever là? Hop là. Ah, l'autre, ok, très bien. L'autre de l'autre. Ça, c'est. En gros, c'est juste pour vous dire que ce que je vais vous livrer là, c'est mes lunettes à moi. Et qu'en gros, c'est juste une projection. Donc, moi, par exemple, c'est le rond bleu. Et vous, vous savez sûrement un carré orange ou un triangle jaune. Et c'est juste dire que ce que je vous dis, c'est pas du tout la vérité. C'est une vérité parmi tant d'autres. C'est ma projection à moi avec mes lunettes à moi. Vous, vous avez la vôtre. Et la vérité, elle est sûrement au milieu des 7 milliards de projections qu'on a dans le monde. Sachant qu'en plus, c'est l'objet plus les projections qui, je pense, sont la vérité. Et mon but du jeu, c'est juste vous expliquer d'où vient ma projection à moi et s'il y a des éléments de ma projection qui peuvent vous aider à affiner la vôtre. C'est simplement ça l'objectif de la conférence. Du coup, je me demandais, est-ce que tout le monde dans sa vie a eu des moments où on a changé la manière dont on pense, la manière dont on voit le monde? Enfin, tout le monde, je sais pas. En tout cas, moi, j'en ai eu quelques-uns. Et je voulais demander, est-ce qu'ici, dans la salle, il y a des gens qui ont eu un moment, un truc où ils se sont dit, waouh, le monde, en fait, il fonctionne pas du tout comme je l'avais pensé. Et il fonctionne différemment parce que je viens de découvrir que les abeilles en Antarctique, c'était un sujet énorme et c'est pas du tout aussi peu grave que ce que je pensais avant. Et maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour les abeilles en Antarctique parce que c'est l'enjeu mondial. Est-ce qu'il y a des gens qui ils appellent ça les Oh my God points? En fait, on s'aperçoit à un moment que wow, là, c'est pas du tout aussi peu grave que je l'avais pensé. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont eu des choses comme ça? Ouais. Ouais, alors, oui, et qu'est-ce que c'était aussi? Les deux sont intéressants. C'est Internet qui a été... D'accord. La manière dont on échange l'info, ça a été... Viscéralement, je voulais plus de la télé. Je sentais bien que j'avais un truc qui n'allait pas. Quand j'écoutais, donc je l'ai viré de mon environnement pendant 10 ans. Et après, il y a eu le petit Internet. J'étais à la campagne, je ne captais pas bien. Donc c'était la France qui parle au français. Et voilà, et donc... Ok, donc l'accélération grâce à Internet, etc., ça a été net. Ok, autre chose? Ouais, Lucie. Moi, c'était sur le gaspillage alimentaire. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Voilà, tu me connais, mais après, je suis rentrée dans une asso et c'est vrai que ça, c'était le déclic. Et là, j'ai eu une réelle prise de conscience et je me suis rendu compte de tous les enjeux, en fait. Qui avait lié au gaspillage alimentaire. Ouais. D'accord. Ok. Un autre? Ouais, Fanny. Moi, c'est la naissance de mon fils, en fait, qui m'a... Du coup, je me suis dit, j'ai mis un être humain de plus sur cette planète. Et quel est mon rôle dans ce qu'il va devenir et ce qu'il va faire de sa vie. D'accord. Du coup, comment moi je perçois les enjeux et comment je les transmets. Le rôle de l'éducation. D'accord. Ben on va partir de là. Parce que moi, j'ai eu deux grandes révélations dans ma vie. Et en fait, la première, c'est que moi, tout petit, aussi lointain que je m'en souvienne, j'étais persuadé d'être immortel. Alors, me prenez pas pour plus débile que je ne suis. J'avais très très vite et très très tôt compris le concept de mort. Je savais que les autres allaient mourir. Ça, j'avais très très bien compris le concept. Donc mes parents allaient mourir et j'étais très triste. Mes sœurs allaient mourir et ça me chiffonnait beaucoup moins. De manière bizarre. Mais c'était quelque part, c'était la vie, ils allaient mourir, c'était pas grave. Mais moi, par contre, non. Ça me concernait pas du tout. Et je me souviens très bien me dire, si un bus me roule dessus, c'est pas grave. Je me relèverai et puis tout ira bien. Je me prenais vraiment pour une sorte d'Highlander à qui, même si on coupait la tête, allait se relever. Enfin voilà, j'étais vraiment persuadé de ça. Et bon, vous imaginez, alors moi j'ai pas d'enfant, mais déjà c'est un peu incontrôlable les bavards. Donc en plus quand ça se croit immortel, c'est vraiment très très dur à cadrer. Donc ma mère qui est ici présente a réussi à me maintenir en vie pendant les 7 premières années de ma vie,
Jusqu'à ce que le même jour où d'autres se rendent compte que le Père Noël n'existe pas, moi je me rends compte que, ah mais non, en fait je vais mourir comme tous les autres. Et ça passe très très mal. C'est-à-dire que là, le monde il s'écroule et c'est genre, non, mais pour les milliards et les milliards et les milliards d'années, je n'existerai plus. Et ça a été un traumatisme énorme. Alors là, un enfant, il pleure pendant des semaines parce qu'il va mourir et qu'il ne comprend pas pourquoi. Et c'est assez ingérable. Et puis au bout d'un moment, j'ai accepté ma condition de pauvre mortel. Je l'ai encore un peu là, mais bon, ça passe. Et non, et ce qui se passe, c'est que, en gros, moi j'ai toujours eu, depuis ce moment-là, un côté un peu hors sol où je me suis toujours dit que la société allait jamais avoir de poids sur ma vie. J'ai gardé de ce temps-là où j'étais immortel le côté, ok, je suis peut-être pas immortel, mais la société c'est son affaire. Moi, je m'en tirerai sans elle. Jusqu'à une sorte de seconde révélation où en gros ça a fait un peu comme ça. Vous avez déjà vu ce tweet? Donc, les agences de notation dégradent la note du monde qui passe ainsi de monde de merde à monde de merde, de merde, de merde. Donc voilà, c'était en novembre 2015 qu'il y a eu ce tweet du Gorafi qui est hyper pertinent. Et en gros, ce qui se passe, c'est que moi j'ai eu la même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en fait, j'ai pris une info dans la tête qui, en quelques semaines, m'a fait tout changer, a changé ma vision du monde. Et d'après vous, il y a 10 ans, il s'est passé quoi qui peut changer la vision du monde d'un ingénieur de 22 ans? 10 ans, donc 2017 moins 10, je vous fais l'opération, hein, ça fait 2007. Voilà. Hein? J'ai pas entendu. En principe, oui. J'ai toujours pas entendu. En principe, oui, pour le calcul. Ah oui, d'accord, oui. Allez, quand même. Non, mais il s'est passé quoi en 2007? Ouais. Ah, c'est Lehman Brothers, c'est la crise financière, etc. Et effectivement, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis renseigné un peu sur le système financier, comment ça marchait, etc. Et en gros, quand on tire le fil à ce moment-là du système financier, on se rend compte que le système, il est ainsi créé, il est designé de manière assez drôle. C'est qu'en gros, il est fait pour que soit on a de la croissance, soit on fait défaut et c'est instable. En gros, si vous voulez, tous les sous qu'on a entre vous et moi, c'est une dette parce que la création monétaire est ainsi faite que quand une banque elle vous emprunte, elle vous donne, elle vous fait un emprunt 1 million, ce qui se passe, c'est de la création d'une dette de 1 million qu'il va falloir rembourser. Donc tout l'argent qu'on échange en permanence, c'est une dette qu'il va falloir rembourser demain, et la dette ayant la douloureuse propriété d'avoir un intérêt, il va toujours falloir qu'on rembourse plus que l'argent qui tourne en ce moment. Donc tout l'argent qui tourne dans le système, c'est une dette qu'il va falloir rembourser, et donc du coup, soit on rembourse et on crée plus d'argent que l'argent qui est en circulation parce qu'il faut rembourser l'intérêt, soit on fait défaut. Donc en fait, par définition, en fait, on est amené à créer de la croissance, du PIB, etc. etc. Donc moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, voilà, ils sont couillus quand même de faire un système qui est basé sur la croissance, qui est pas basé sur la croissance, qui a besoin de croissance pour être stable, mais je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? À la limite, on grandit de 1% par an, why not? Et en fait, là, du coup, le 2017-10 a fait son trajet, et je me suis dit, non mais qu'est-ce qui se passe concrètement si quelque chose grandit de 1% à intervalles réguliers? D'après vous, c'est quoi quelque chose qui grandit de 1% par an, un petit pourcent tous les ans? Qu'est-ce que ça donne au final? Je sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle, mais en gros, ça donne quel type de courbe du 1% par an? Voilà, vous avez tout compris. En gros, et du coup, pour mettre des chiffres là-dessus, vous avez jamais posé la question de si j'augmente ma consommation de confiture de 1% par an, ce que ça donnait? Je vais vous répondre. Eh oui, vous n'êtes pas venu ici pour rien. En gros, dans l'autre sens. Hop. Imaginons, c'est quoi une consommation de confiture à peu près correcte? Allez, je vais vous la donner. Disons une cuillère à café le matin. Okay. Une petite cuillère à café, 5 ml. Très bien. Le premier jour. Et disons que maintenant, tous les jours, j'augmente ma consommation de confiture de 1 petit pourcent. Okay. D'après vous, à 10 ans, ok, à 1 an, c'est quoi la consommation de confiture à 1 an? 1% par an. Un chiffre, je suis à 5 ml. Hein? Une boîte. Eh non, à 1 an c'est moins. À 1 an c'est en gros 20 centilitres. Ok? 2 tiers de canette de coca. Donc on est tranquille à 1 an, hein. On commence à manger beaucoup de confiture. Mais bon, on est là. Voilà. Tranquille, hop,
20 centilitres. À 5 ans. Brouette ou pas brouette? Hein? Un saut? Non, non, non. Et là, du coup, c'est là où l'exponentielle prend son truc. On commence à avoir... alors, j'ai plus le chiffre en... 20 tonnes, c'était. 20 tonnes. 5 ans. 5 ans. Donc, en fait, vous allez comprendre pourquoi, mais... Donc là, c'est 5 tonnes. Donc, on est passé de 5 millilitres à 20 centilitres à 5 tonnes à 5 ans. Et combien à 10 ans? Brouette, pas brouette? Ah! Un petit 22 milliards de tonnes de confiture. Donc on est par là. Et donc vous-même qui savez que c'est une exponentielle, en fait, on est quand même toujours étonné de la vitesse à laquelle ça grandit. Ces petites bêtes-là que sont les exponentielles. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a créé un système qui a besoin de ce type d'exponentielle pour être stable. Donc ok, ça semble toujours assez osé, mais pourquoi pas? Sachant que, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on ne sait pas faire encore du PIB immaculé production, c'est-à-dire que ça n'existe pas. En gros, du PIB, c'est de la production. Du PIB, c'est de la consommation d'énergie. Si un jour vous regardez la corrélation entre le PIB et la consommation d'énergie, en gros, ça donne une droite. Ça, c'est un truc un peu d'ingénieur, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous avez du PIB, plus vous avez de la consommation d'énergie, plus vous avez de la consommation d'énergie, plus vous avez du PIB. Vous ne pouvez pas avoir du PIB, qui est la production matérielle, si vous n'avez pas de consommation d'énergie. Et du coup, ce qui est terrible, c'est que le PIB, c'est forcément quoi? C'est les consommations de ressources. Donc là, je me rends compte que ce 1% par an de PIB qui est évoqué est peut-être très bien, mais ça va nécessiter de l'énergie en plus, et ça va nécessiter du coup, tout suit en fait. Je vais pas vous le citer, mais c'est en gros le nombre de véhicules, la consommation globale d'énergie, la consommation de lithium, la consommation des émissions de carbone. En gros, l'exponentielle du PIB, mais forcément, elle entraîne toutes les exponentielles possibles et inimaginables derrière, parce que le PIB, on ne le fait pas à partir d'air, on le fait à partir de ressources, on ne le fait pas à partir d'énergie, et du coup, on se condamne à un système qui soit arrive à faire ça, soit n'est pas stable. Donc à ce moment-là, moi, quand je réfléchis à ça, je me dis, putain, ça va pas l'air hyper stratégique comme choix. Je dis pas que ça n'a pas été nécessaire à un moment. Je dis pas que ça n'a pas apporté, je dis pas... Je dis juste que maintenant, quand on prend compte de ça, on se dit juste, waouh, les gars, on est un peu cons. Tous ensemble, nous les premiers. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché. Après, quand on se dit ça, moi, je me suis dit, ok, bon, on sacrifie les générations futures parce qu'ils n'auront plus grand-chose. Mais pourquoi pas? Non, le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on cherche quand, enfin, après un an de galère, et les politiciens, ils arrivent, en fakeant tous les numéros, à avoir un trimestre, en gros, ils arrivent à dire qu'il y a eu de la croissance. Okay. C'est ça qui se passe, hein, on arrive un peu, hop, on y arrive. Et que nous dit notre ancien président? Je n'ai pas encore le nouveau qui dit des choses. Qu'est-ce qu'il nous dit quand la croissance, on la retrouve enfin? Cette croissance qui nous amène vers la consommation de ressources qu'on n'est pas capable de tenir, qu'est-ce que dit un président de la République, français ou autre, si la croissance elle revient? Content. Il dit... Alors on n'a pas entendu beaucoup, mais il a dit ça. Voilà, ça va mieux. Et là, ça me fait penser à une sorte de junkie qui viendrait de reprendre une dose d'héroïne, à qui tu dis, ah purée, mais regardez, il a l'air revigoré ce monsieur, il va mieux, parce qu'il a repris une dose, et c'est exactement ça qui se passe. Et tant qu'on pense qu'effectivement, en retrouvant la croissance, ben oui, ça va aller mieux, c'est pas que c'est grave de retrouver la croissance, c'est juste qu'on se trompe de problème, et on résout pas les vrais problèmes, parce qu'on est focalisé sur ça, et on est focalisé sur ce truc après lequel on court. Et je me suis dit ça, je me dis, bon ok, on fait une grande fête, on sacrifie les générations futures, il fait chaud, et c'est pas grave, parce que les générations futures, elles feront ce qu'elles veulent. Nous, en attendant, on se régale. On se régale tous à consommer comme des gros fous, à avoir des smartphones dans tous les sens. Pourquoi pas? Enfin, moi, à un moment, ma vie, elle est bien. Pourquoi ça serait si inégal que tous, en ce moment, les 7 milliards, on se régale à faire des choses? Et là, il y a ce chiffre. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en gros,
Ce chiffre, il dit juste que les 3,5 milliards les plus pauvres de la planète, ils gagnent et ils possèdent autant que les 62 les plus riches. Sachant que ça change tout le temps, donc maintenant ils sont à 8, donc j'ai pas pu mettre à jour la slide, mais c'est ça le chiffre. 62, il faut voir ce que c'est. 62, c'est moins que vous aujourd'hui, c'est moins que le nombre d'amis Facebook de ma mère depuis qu'elle s'est mise à Facebook. Et que depuis qu'on a sauvé un petit Highlander d'une mort assurée, on se prive pas d'avoir des loisirs. C'est ça 62, donc tu as 62 personnes qui arrivent à avoir autant que les 3,5 milliards d'euros. Donc en fait on ne se régale pas tous maintenant. Et c'est ça que, à ce moment-là, moi je réalise, je me dis ok, donc non seulement on sacrifie un peu les générations futures, en plus, c'est avec des répartitions d'inégalités telles. Et c'est quoi le gros argument pour dire ok, bon, il y a des inégalités, mais c'est pas grave. Parce que le PIB au final, ça va faire en sorte que tout le monde va arriver à avoir plus. C'est le fameux argument du gâteau. Vous avez déjà entendu l'argument du gâteau? Il a été servi il y a une petite dizaine d'années. En gros, c'est le gâteau qui grossit. Okay, et c'est l'argument de dire, c'est pas grave s'il y en a que 3 qui mangent du gâteau, parce qu'il y en a 10 millions qui lèchent le plateau, si le plateau grandit, ils auront plus à lécher. Mais c'est ça l'argument, ils appellent ça l'argument du ruissellement. On crée plus de richesse, donc forcément, la richesse, elle va forcément à un moment ruisseler des très riches aux très pauvres. Donc on n'a pas trop à se soucier des égalités, parce que ça va ruisseler. Okay, ça va être un argument, pourquoi pas. Moi, à cette époque, j'avais beaucoup d'argent, donc j'avais tout intérêt à faire ça. Et du coup, c'est l'argument de la corrélation entre le PIB et le niveau de développement d'un pays. Alors, je vais poser une question. En gros, si on prend un schéma comme ça, toujours pareil, les schémas ont toujours la même tête. Donc là, on est dollar plus. On gagne de plus en plus de dollars. Okay, le PIB d'un pays, il augmente. En PIB moyen par habitant, on est de plus en plus riche. Trop bien. Et après, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'indice de développement humain. Ok, vous voyez ce que c'est? L'indice de développement humain, c'est un indicateur qui n'est pas le PIB, qui est plus large que ça, qui prend en compte l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'espérance de vie en bonne santé. C'est un indicateur qui est plus fin sur est-ce que le pays est développé ou pas. Donc on met là, hop, on va aller avec IDH. Et on va prendre ça pour les pays riches. Donc pays riches, je parle de pays de l'OCDE, parce que bien évidemment que le PIB et l'indice de développement humain, quand on n'a rien et qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, forcément, il y a quand même une corrélation entre l'IDH et le PIB jusqu'à un certain seuil. Donc on va prendre juste les pays de l'OCDE. Et là, on va se demander, est-ce que dans les pays de l'OCDE, il y a une si bonne corrélation entre l'IDH, l'indice de développement humain, et le PIB par habitant. Donc là, on est d'accord, c'est tous les pays qui ont un gros PIB par habitant dans les pays de l'OCDE. Par exemple, les États-Unis, avant ou après Trump, hein, ça n'a pas encore changé, ils sont où d'après vous dans la colonne? Ils ont plutôt un IDH élevé ou un IDH, sachant que très clairement ils ont un PIB par habitant qui est un des plus élevés. Vous les verrez où? Hein? Ok. Sachant que du coup, on est d'accord, instinctivement on se dit quand même que s'il y a une corrélation, ça veut dire qu'on a un nuage de points qui va être plutôt là. S'il y a une corrélation entre l'IDH, l'indice de développement humain, et le PIB. Si on prend par exemple un pays comme la Suède, dans la Suède ils sont où d'après vous en termes de dollars? Hein? En dollars, ils sont plutôt dans ce colonne, c'est-à-dire qu'ils sont moins que les États-Unis. Et en termes d'IDH, et en fait on s'aperçoit de ça. On s'aperçoit que vous prenez, et je ne vous l'ai pas dit au début, mais en fait j'ai tous vos emails, donc je vous ai envoyé plein de liens. Vous allez voir, non, je vous ai envoyé un lien vers une liste de liens. Comme ça sera au moins centralisé. Ah, j'ai compris, hein, j'ai perdu trop d'amis avant, maintenant je ne saoule pas les gens, j'envoie un lien, après ils en font ce qu'ils en veulent. Et donc du coup vous aurez les références de tout ce que je raconte. Hein. Mais en gros c'est ça dont on s'aperçoit, c'est que si vous regardez le nuage de points, en fait il n'y a pas du tout de corrélation claire entre l'IDH d'un pays et le PIB par habitant. Et sachant que, vous savez, qu'est-ce qui est corrélé à l'IDH d'après vous dans les pays de l'OCDE? Un indicateur qui est en fait très proche de l'IDH, c'est-à-dire quand il y a un gros IDH, il y a une bonne de ce critère-là. De quoi? L'éducation. Alors l'éducation fait partie de l'IDH, mais non, c'est pas celui-là. Répartition. Répartition. Ça veut dire qu'en fait, plus le niveau d'égalité et d'unité des salaires, la répartition de richesse dans le pays est bon, plus l'IDH est élevé aussi.
Donc c'est vraiment ça. Donc quand on nous dit bah c'est pas grave les inégalités, on s'en fiche parce qu'ils auront plus à manger sur leur plateau de gâteau qui agrandit, ben en fait c'est une vaste blague parce que ben, c'est juste pas le cas. Donc là je me dis ok, bon, on est en train de donner un gros défi à la génération qui vient, en leur mettant des petits bâtons dans les roues histoire qu'ils aient des défis, mais c'est bien, hein, la vie elle est bonne quand elle a des défis. En plus, la répartition, c'est vraiment pas égalitaire, on fait tout ça pour qu'il y en ait 62 qui puissent faire du feu avec des bifetons de 500 €. Et en plus, ça participe même pas vraiment à du mieux pour tous, et même pas à une meilleure société. Du coup, je me suis dit, juste bêtement, ça doit être au nom d'un truc fantastique. Si on fait ça, c'est qu'il doit y avoir un sens incroyable à la société qu'on est en train de faire. On n'est pas capable de sacrifier tout ça pour rien. Il doit y avoir une raison transcendantale, j'en sais rien, quelque chose qui nous transcende tous, une raison vraiment hyper forte. Et là, du coup, à ce moment-là, je travaillais en Suède. Et c'était, du coup, après 2007, donc on est en 2008, il y a ce monsieur qui vient d'être élu donc aux États-Unis, et là, il a inspiré beaucoup de gens, hein, à cette époque, Barack. Donc tout le monde est là, we can change, c'est énorme, etc., etc. Et là, je suis assis dans le métro, à Stockholm, et je vois une pub. Et cette pub, elle a cette tête. Je me dis, putain, c'est génial. C'est énorme. Il y a un blanc aux yeux bleus qui va nous faire la même, qui va justement mettre du changement, changer la société, changer la manière dont on a de voir les choses, etc. C'est vraiment génial. Là, je me rapproche et je vois Télénor. Là, je fais, Télénor. Alors, moi, j'étais quand même dans la télécom, donc je voyais un peu ce que c'était. Télénor, en gros, c'est le Orange du Nord. C'est bizarre quand même, un politique qui est sponsorisé par Télénor. Et là, je regarde, et en fait, Télénor, c'est juste un programme de smartphone pour pouvoir changer de smartphone tous les 4 mois. Parce que tous les 4 mois, forcément, c'est pas au point, donc on va changer de smartphone. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable. Donc la société, donc le sens de la société, ou alors un des sens qu'on met dans la société, c'est qu'on fait tout ça pour pouvoir vendre notamment des programmes qui nous permettent de changer de smartphone tous les 4 mois. Là, je fais donc c'est vraiment, c'est ça le sens qu'il peut y avoir derrière, ou en tout cas, une société qui arrive à reprendre les beaux messages pour en faire quelque chose comme ça. Je me dis, c'était pas forcément si magnifique que ça. Et donc à ce moment-là, je me rends compte petit à petit de tout ça. Et je me dis, moi, dans tout ça, je fais quoi? C'est quoi mon boulot? C'est quoi mon métier dans tout ça? Donc là, ni une ni deux, à ce moment-là, mon boulot m'envoie en Australie. Et ce qui se passe, c'est qu'à cette époque, j'étais ingénieur. Donc ce que je faisais, c'est que je vendais des applications pour les téléconnectés. Donc en gros, les téléconnectés, elles étaient là, donc à l'époque, elles n'étaient pas connectées. Donc il a fallu trouver des applications pour qu'elles soient connectées à Internet. Et en gros, mon boulot, moi, c'était ingénieur. Donc j'étais avec un commercial. Donc comme tous les commerciaux, il est là pour vendre tout et n'importe quoi. Surtout dans le monde des télé. Et en gros, vous êtes l'ingénieur technique qui dit non, ça c'est pas possible. Vous êtes le mec qui dit non, là, tu es en train de lui vendre une application qui fait voler la télé. On n'a pas les API pour la faire voler, ça va être compliqué. Là, tu es en train de lui dire qu'ils sont 120 à Hong Kong. Non, ils sont 15 et ils ont beau travailler comme des fous. On va pas y arriver. Voilà, on maîtrise le mec. Et ça, c'était sur le fond de mon métier. Sur la forme de mon métier, ce que je faisais, c'était prendre des brunchs à 60 € parce que les graines de sésame sur les bagels, elles sont quand même super bonnes, donc ça le mérite. Faire semblant de faire du surf parce que ça, on a toujours l'air plus classe quand on marche à côté de la planche sur la plage et qu'on n'y va surtout pas. Et c'était ça la forme, c'était la plage, c'était l'Australie, c'est magnifique, c'est un pays magnifique, moi je me suis régalé là-bas. Ça c'est vraiment ce que je faisais sur le fond et la forme. Et un jour il y a quand même une scène complètement énorme où je suis à une terrasse de café, je suis en train de siroter mon cappuccino à 12 €. Et là, le mec m'explique que non, mais pour les pubs de téléconnectés, pour les pubs des applications, est-ce que vous ne pourriez pas faire pareil que la télé australienne? Et là, je regarde, je fais pourquoi elle fait quoi la télé australienne? Parce que je travaille dans la télé, mais je ne regarde pas la télé, enfin, je ne suis pas non plus fou. Je sais justement ce que c'est. Donc, du coup, il me dit mais non, mais tu verras, rentre ce soir et tu verras bien. En fait, en Australie, ils ont un truc complètement énorme. C'est que la première moitié du film, il y a 0 pub. Tu es là, tranquille. Et en fait, plus tu te rapproches de la fin du film, plus la fréquence des pubs elle augmente parce qu'ils savent très bien que si tu es encore là, c'est que tu as vraiment envie de savoir qui c'est qui a tué Pamela. Sinon, ça ferait belle lurette que tu serais parti. Donc là, ils te défoncent en pub à la fin. Donc c'est exactement comme les courbes exponentielles de tout à l'heure. C'est plus tu te rapproches de la fin du film, plus la fréquence augmente de manière exponentielle.
Et à la fin, c'est caricatural, mais c'est genre champ contre champ, bam, Sprite. Là, tu fais champ contre champ, boum, burger. Là, je fais, j'en peux plus, je vais aller chercher un coca au frigo. Et là, tu fais, oh putain, ils m'ont eu. Mais c'est vraiment ça. Et le soir, je rentre, je vois ça, je fais, waouh. C'est à ça que je mets toute mon énergie, c'est à ce genre d'activité-là. Donc, je suis moi aussi, et même maintenant, on l'est tous, un rouage de cette société qui n'a pas de sens. Et vraiment, je commence à me dire, ce que je fais, c'est pas forcément ce que je voudrais faire. C'est pas forcément à ça que je voudrais mettre mon énergie. Il y a un côté un peu schizophrène, jusqu'au jour où il y a vraiment une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et j'arrive à une conférence, c'était en 2011, je crois, c'était pour les télés en 3D. Donc les télés, ils les avaient connectées, donc là, ils avaient réussi à revendre tous les télés du monde. Et une fois qu'ils ont revendu tous les télés du monde, il faut qu'ils inventent un autre truc pour que les gens rachètent une télé. Et à cette époque, c'était la 3D. Et j'arrive dans un salon, donc Samsung 2011, à les télé 3D, et je vois des sculptures au fond, donc des sculptures un peu bizarres, et je me rapproche, et là, je vois ça, et en fait, il y avait juste des sculptures comme ça, au milieu des télés, avec des filles qui étaient allongées pour absolument aucune raison, si ce n'est être allongées sur ces meubles. Et moi, je suis assez bête à ce moment-là pour aller prendre la photo et faire le malin, parce que voilà. Et en rentrant, je me dis, waouh, déjà, tu as pris la photo, déjà, calmos, c'était vraiment pas nécessaire. Et en plus, qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Ou pourquoi on les avait mis là? Enfin, je veux dire, c'est terrible en termes de sens, je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas, les sculptures, je ne sais pas pourquoi elles sont là, mais à la limite, c'est des sculptures. Là, c'est vraiment compliqué. Je me dis, toi, tu fais partie de ça, tu fais partie d'un monde où on vend des télés 3D avec des sculptures qui servent à rien et des filles qu'on paye à être là pour pas grand-chose non plus. Et là, en gros, il y a un peu une sorte de déclic, une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase, où tu te dis, mais, enfin, les générations futures qu'on sacrifie pour des inégalités énormes, parce qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui restent sur le carreau complètement, pour en plus une société qui va vers du mieux, ça veut dire 4 smartphones par an, est-ce que c'est vraiment du mieux? Et qui en plus a ce sens-là, enfin, vraiment pourquoi? Et en gros, moi, ça a été mon réveil à moi, et là, je me suis dit, mais moi, il faut que ça change. Il faut que personnellement, j'arrive à changer. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, je vais essayer de changer. Ah, attends, je transpire assez. Merci. Ah, j'ai pas. Non, mais ce qui est... du coup, j'ai voulu changer. Et quand j'ai commencé à changer, j'ai fait plein d'erreurs. Parce que bon, j'ai quand même été à peu près correct, j'ai commencé à essayer de me changer moi-même. Donc déjà, ça c'est déjà bien. Mais en gros, j'ai commis toute une série d'erreurs parce que je pense que j'ai voulu aller extrêmement vite. J'étais la personne un peu caricaturale qui essaie de tout changer d'un coup. Donc j'arrête de manger de la viande, et puis je marche plus qu'à pied, et puis je fais du vélo, et puis je prends plus l'avion. Sachant que j'étais en Australie, c'était compliqué quoi. Sachant que non seulement c'était compliqué si je voulais rentrer en France, mais même si je voulais aller dans la ville d'à côté, c'était compliqué là-bas. Du coup, j'ai vraiment voulu aller trop vite et j'ai fait toute une série d'erreurs. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que c'était mes erreurs et j'ai commencé à vouloir changer autrement. Et c'est aussi pour ça que je fais la conférence, pour dire comment moi j'ai appris à changer sereinement, sans frustration et du coup sans faire chier tout le monde. Le premier truc que j'ai appris, c'est que en gros, moi j'ai voulu tout faire trop vite. J'ai pas vraiment appliqué la théorie du pas à pas, où en gros, on sait très bien que c'est un peu comme cette phrase, il faut commencer par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, il faut vraiment aller à son rythme. Son rythme à soi, c'est forcément le bon rythme quand on veut changer. C'est pas parce qu'on estime que maintenant il faut arrêter de manger qu'on peut arrêter de manger. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je sais pas si vous avez entendu cette statistique incroyable, c'est tous les gens qui ont un jour perdu 5 kilos ont commencé par en perdre 1. 100%. C'est une vraie donnée scientifique. Sur le côté pas à pas, moi j'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est du coup, quand j'étais en Suède, ils ont une tradition complètement énorme. C'est en janvier, pour les 2 minutes 30 de soleil qu'ils ont en juillet, ils veulent se faire extrêmement beau gosse. Donc, résolution, rien de bien spécial, mais tous les pays le font, mais eux, c'est vraiment en janvier, on fait du sport.
en sachant qu'en janvier, en Suède, c'est hostile pour le sport. Le pays n'est pas designé pour ça. Du coup, ils sont obligés de trouver des stratagèmes, et leur stratagème, leur grand stratagème, c'est le spinning. Vous avez déjà vu le spinning? Quelqu'un a déjà vu une classe de spinning? Un classe de spinning, c'est ça. C'est génial. Ah, c'est absolument génial, et encore, on n'a pas le son. Parce qu'avec le son, c'est en gros une techno immonde, avec un mec qui te hurle dessus pour te convaincre que tu es à l'Alpe d'Huez, sachant que honnêtement, à part si tu as un énorme hypoglycémie, tu sais très bien que tu n'es pas à l'Alpe d'Huez. Et du coup, il te crie dessus, et là, pendant 3 semaines, c'est incroyable. Tous les bureaux de Stockholm se transforment en une sorte de caravane de Tour de France, où tout le monde est comme ça, les jambes courbaturées, plus personne n'arrive à marcher, parce que les mecs se prennent pour des mecs du Tour de France direct le 2 janvier. Et ça dure 3 semaines, ils font de vélo du lundi au dimanche, c'est assez rigolo. Et au bout de 3 semaines, tout s'arrête. Les mecs, tout s'arrête, ils arrêtent de faire du vélo, parce que forcément, passer de Loukoum à fils spirituel de Lance Armstrong, c'est très compliqué en un seul coup. Et les mecs explosent. Mais parce qu'ils n'arrivent pas juste à faire du pas à pas, ils n'arrivent pas à respecter leur rythme et à faire le changement à leur rythme. Et sur ça, je pense que non seulement il faut arriver à s'écouter et à faire un changement qu'on est prêt à faire, mais en plus, je pense qu'il faut arriver à apprendre à apprécier le pas à pas. Parce que, en gros, moi j'ai l'impression que quand on fait du changement, on estime qu'une fois qu'on a changé, c'est fini et on est arrivé. Moi j'ai l'impression, plus je franchis des petits pas, plus je me rends compte qu'on n'est jamais arrivé. Et c'est pas du tout comme un escalier où on a une vue énorme et on s'arrête et on va contempler. Non, une fois qu'on a franchi un pas, on en franchit un autre, on n'arrête pas d'en franchir, et c'est ça la vie. C'est qu'on n'arrête pas de franchir les pas, et c'est ça qui est beau. Et le but du jeu, c'est pas avoir des marches qui nous conviennent, c'est un des buts, mais un des buts aussi, c'est de se régaler de faire toutes les marches qu'on fait. Et sur ça, il y a une vidéo que moi je trouve la plus énorme sur ça, je vous l'enverrai. Enfin, elle sera dans la liste de lire. C'est une vidéo qui compare la musique et la vie. Et c'est sur un texte d'Alan Watts, donc c'est un philosophe des années 70, un mec qui avait des cheveux longs un peu perchés à l'époque, mais qui disait des choses très bien. Et en gros, il dit un truc très simple. Il compare la musique et la vie. Il dit souvent, si on compare la manière dont on voit la vie à un morceau de musique, c'est un peu si le but du jeu c'était d'arriver à la note finale. Il dit, dans la vie, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à l'école primaire, on n'a qu'une envie, c'est ouais, vivement le collège, que je puisse passer mon brevet, etc. Puis au collège, on se dit, ah génial, je vais arriver au lycée, parce que au lycée, il y a des filles, je vais commencer à draguer, très bien. Après, on arrive au lycée, on se dit, ah mais en école d'ingénieur, ça va être encore mieux, parce que là, je vais y arriver. Et puis, en école d'ingénieur, on a son diplôme, on n'a qu'une envie, c'est avoir un salaire, avoir des sous, etc. Puis quand on a un salaire, on n'a qu'une envie, c'est augmenter, avoir une promotion, etc. Et puis quand on bosse, on en a marre, on a qu'une envie, c'est être à la retraite. Et puis quand on est à la retraite, là, ça s'arrête et on devient un sage et on comprend qu'en fait, le but, c'est d'être là où on est et pas autre part, parce que les prochaines étapes nous plaisent plus forcément autant. Mais c'est ça qui est bien en grandissant, c'est qu'on arrive à des niveaux de maturité qui nous permettent de se dire ça, et c'est excellent. Et c'est ça. Et en gros, le but du jeu, c'est pas arriver à la note finale, c'est de danser au fur et à mesure que la musique est jouée. Et c'est vraiment ça le pas à pas, c'est qu'il faut apprendre à apprécier le changement, parce que la vie, c'est du changement, et si on n'apprécie pas ce changement-là, ce pas à pas-là, ben on va passer à côté d'un gros bout de la vie. Donc ça, c'est le pas à pas. Et la seconde erreur que j'ai faite, moi, c'est, une fois que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse du pas à pas, apprécier le pas à pas, c'est que je me suis dit, oulala, c'est horrible. C'est que des contraintes. C'est que des contraintes, ces ressources, ce fait qu'il va falloir que j'arrête de manger de la viande. Je suis toujours pas arrivé d'ailleurs. Je fais beaucoup le malin avec ça, mais j'ai encore plein de barbac. Mais en gros, j'ai eu ce côté-là où je voyais tout comme des contraintes qui allaient s'abattre sur moi. Et je pense que ça, c'est une manière de voir les choses qui a changé en moi. J'ai réussi à mettre d'autres lunettes où en fait je vois plus rien sous forme de contraintes, je vois tout. J'essaie de tout voir sous forme d'opportunité. Et sur ça, il y a un exemple que moi je trouve très bon, c'est la théorie de l'effectuation. Vous avez déjà entendu parler de l'effectuation? Ouais? Qui a dit oui? J'ai entendu oui. Oui. Ah ouais. C'est quoi l'effectuation? C'est faire avec les moyens que l'on a, à partir de ouais. Qui on est. Et c'est quelque chose à dire parce que c'est aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais, alors c'est ça. C'est en gros, c'est de là que ça vient l'effectuation. C'est qu'à la base, ils se sont dit, on va faire tomber les fantasmes de l'entrepreneur. L'entrepreneur style Steve Jobs qui connaissait tout. Le fantasme qu'on a sur Steve Jobs, c'est dans les années 70, le mec, il avait déjà vu ce que ça allait être Internet. Il savait les Internet, les téléphones portables, il avait déjà tout senti, et il a fait ça en fonction de tout.
Et en fait, ils se sont dit, bon, on ne veut pas partir sur les fantasmes, on veut voir comment marche vraiment un entrepreneur. Et ils ont posé plein de questions à 5000 entrepreneurs pour voir vraiment comment ils fonctionnaient. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les entrepreneurs, ils faisaient juste avec ce qu'ils avaient. Il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait qu'un contexte, des informations qu'ils arrivaient à assimiler et qu'ils arrivaient à entreprendre au travers de ce contexte-là. Et l'exemple, il est facile, moi je le trouve touchant. C'est en gros un couple qui a un kiosque où ils font des sandwichs à Boston. Et en fait, petit à petit, ils se rendent compte qu'ils ont deux problèmes. C'est que les gens ont faim toujours au même moment. Donc c'est une mauvaise idée, ils ont tous faim à midi, du coup il y a une file d'attente énorme qui se crée. Et en plus, ils n'arrivent pas à gérer leur stock de pita là. Et du coup, ils se retrouvent avec des invendus tout le temps dont ils ne savent pas quoi faire. Et ils ne se sont pas dit, oh là là, ils sont cons ces gens de toujours avoir faim en même temps. Ils se sont juste dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont pris les pains pita, ils en ont fait des chips, ils ont fait une recette qu'ils distribuent aux gens qui attendent. Et là, c'est pareil qu'au restaurant asiatique, t'aimes pas les chips ou tu les aimes, c'est pas grave, tu te baffres parce que t'attends tes sandwichs. Et le truc a eu un succès inimaginable. Et tellement de succès qu'au bout d'un moment, les gens ne venaient que pour les chips. Et là, ils ne se sont pas dit, oh là là, j'ai raté ma carrière de faiseur de sandwich extraordinaire. Pourquoi les gens m'en veulent et mangent pas des sandwichs? Ils ont dit juste, oh, on est fait pour faire des chips. Et ils ont fait des chips. Et ils ne se sont pas dit, oh mince, la contrainte. Ils ont dit, ah génial, on va faire des chips. Et du coup, ça a donné cette marque-là, qui est une marque de chips qui maintenant est assez connue parce que ils n'ont pas pris ça comme une contrainte, mais comme une opportunité de faire autre chose. Et je pense que parfois, la contrainte climatique, d'inégalité, etc., quelque part, on pourrait la prendre comme une opportunité de faire autrement, de se développer autrement et de faire les choses peut-être avec plus de sens. En tout cas, on pourrait se développer au travers de ces contraintes-là. C'est exactement comme cette phrase, je ne sais pas si j'ai déjà lu, mais en gros, c'est « When life gives you lemonade, make lemons, make lemonade ». Et je pense que c'est un peu ça. C'est la vie, elle nous lance un changement climatique. Et bien, il faut qu'on fasse, je sais pas, la climaticade, voilà, et ça va être trop bien, et on va le faire, et ça va être énorme. Un autre type d'entrepreneur, par exemple, c'est l'arbre. Je trouve que ça, c'est un exemple complètement énorme. L'arbre, là, quand il a vu les petits mecs avec la veste fluo arriver et mettre des petits pavés tout autour, est-ce qu'il s'est dit, oh là là, mince, ils sont méchants, ils me mettent des pavés tout autour, je vais pas y arriver? Non, l'arbre, il a juste dit, ouais, trop bien, il y a des interstices partout, je vais pouvoir grandir au travers de ça. Et je pense que quelque part, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive, nous, à entreprendre au travers de ces contraintes-là, et sachant que maintenant, en plus, c'est carrément plutôt à la mode d'entreprendre, maintenant qu'on est une grande start-up de 66 millions d'habitants. Voilà, on va pouvoir entreprendre, mais blague à part, je pense que c'est vraiment important de pouvoir être entrepreneur de sa propre vie et de se dire c'est pas des contraintes, c'est des opportunités pour nous personnellement de faire les choses autrement. Pour moi, toute l'époque qui arrive, c'est aussi une contrainte qui me permet, une opportunité qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Et quelque part, moi, j'y trouve un intérêt personnel énorme. Et je pense que c'est à nous de trouver du sens dans cette époque en fonction du contexte. L'exemple le moins politiquement correct de la conf, mais je l'aime bien. Moi, je me dis dans ma tête, c'est un peu comme si, imaginez que d'un seul coup, il n'y ait plus aucune junk food sur Terre. Est-ce que ces personnes-là se diraient, oh là là, c'est une contrainte, c'est horrible, on ne peut plus manger de nourriture qui n'est pas bonne pour la santé, on va être obligé de manger quelque chose qui est bien pour nous. Et bien quelque part, moi, je pense que le changement climatique, les contraintes d'énergie, c'est un peu dire à une société qui est boulimique d'énergie, oh les gars, calmez le jeu, la fête est finie, vous allez vous développer autrement, et peut-être que ce sera beaucoup mieux pour vous comme modèle de société. Et je pense qu'au final, ce n'est pas forcément une contrainte, c'est une opportunité d'arrêter d'être boulimique de l'énergie. Après, moi, l'exemple qui m'a le plus marqué pour ce côté contrainte-opportunité, c'est que moi, j'avais la chance d'être... quand j'étais jeune, du coup, j'habitais dans les Hautes-Pyrénées. Et en gros, j'étais tout proche d'un lycée, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle Notre-Dame de Garaison. Et en gros, qui accueille à peu près, je vais faire de la caricature, mais deux types de population. En tout cas, il y a vraiment deux types de population. Il y a les gens du coin, qui sont, du coup, quand ils arrivent en 6e, des gens comme moi, 10 ans, qui n'aiment pas les légumes, et qui ont envie d'avoir une bonne note à la dictée à trous. Et d'autres personnes qui sont en 6e, qui ont 15 ans, qui fument des légumes,
dont la dictée à trous a très peu d'importance. Et là, quand vous arrivez et que vous êtes confronté à cette différence, que vous avez donc 9 ans et que vous avez encore une voix de castrat, et qu'en plus vous avez le malheur d'avoir sauté une classe et d'être bon en classe, du coup c'est très très compliqué. Enfin, le collège est très très long. On a l'impression que ça dure plus que 4 ans. Et du coup j'arrive à passer entre les gouttes en 6e et puis en 5e, je sais pas trop ce qui se passe. Dans le bus, il y a 2 mecs qui s'aperçoivent qu'il y a une brebis galeuse, en tout cas qui est un peu plus faible que les autres, et qu'il est très drôle d'embêter. Rien de méchant, hein, mais quand on est jeune, tout semble un peu plus dur. Et du coup, ils n'arrêtaient pas de m'embêter dans le bus, et ces mecs, ils prenaient ma trousse, et ils jetaient les stylos par la fenêtre. Moi, je disais, la dictée à trous, comment je vais faire pour la revenir? Et là tu pleures pas parce que tu sais qu'il faut pas pleurer, parce que t'as beau être fragile, tu sais que ça va mal se passer. Et du coup, ça se passe, etc. etc. Et là, il y a ma mère qui dit « Jean, je t'avais dit de ne pas l'envoyer à ce bahut !» Non, mais en gros, du coup, il y a un mec du fond du bus, donc un grand, il devait au moins être en 3e seconde, quelqu'un, une sommité, qui un jour m'a pris à part et qui m'a dit « Écoute, moi je peux très bien te défendre, ok, mais ça servira absolument à rien parce que je suis là un jour par semaine et le jour où je suis pas là, qu'est-ce qui arrive? Et puis à la limite, si je te défends, au final ça va être encore pire pour toi. Ils vont tomber dessus à la sortie du bus, etc. » Et il me dit, mais s'ils font ça, c'est que quelque part, toi, tu dégages quelque chose, tu fais quelque chose qui leur permet de faire ça. Alors, c'est hyper dur à entendre quand tu es en 5e et que tu te fais traumatiser, donc tu n'arrives pas à trop à réagir et les stylos continuent à floyer, là, pendant un moment. Mais n'empêche que ça m'a marqué dans ma tête et je pense que c'est autour de ça que je me suis construit. Et je pense que si sur 2-3 ans derrière, j'ai développé peut-être des facultés de répartie, de confiance en moi, etc., c'est parce que, armé de tout l'amour de ma famille, etc., j'ai réussi à me développer au travers de cette contrainte-là qui était le bus et qui petit à petit a disparu. Parce que justement, je me suis développé au travers de ça. Et pour moi, si je suis là aujourd'hui en face de vous, c'est notamment parce que ces 2 mecs ont fait ça. Et honnêtement, ça ne m'est pas arrivé, mais il me tarde. Si je les recroise, je les remercie sincèrement. Après, je remercierai encore plus le grand du bus 3e seconde, il faudra que je le fasse un jour. Mais sincèrement, ça a été une opportunité formidable de se développer autrement. Et je pense que c'est vraiment comme ça, en tout cas que moi je vois les choses sur ma vie personnelle et même je pense de la société, que c'est un truc qui va nous permettre de nous développer autrement, de trouver du sens et de faire les choses et de grandir. Ok, donc maintenant toutes les contraintes, ces opportunités, même les règles du bus. Très bien. Après, je pense qu'un truc qu'on n'arrive pas à faire assez souvent, ou en tout cas que moi j'ai pas fait, c'est que pendant très longtemps j'étais dans une posture, j'arrête de prendre l'avion, c'est pour sauver la planète, je mange des carottes à la bonne saison, c'est pour sauver la planète. Donc je sauvais la planète en permanence, je faisais que ça. Et en gros, tu as un peu la posture face aux gens, oui parce que moi je sauve la planète, mais toi tu la sauves pas. Toi t'es allé à Bali pour ta lune de miel et t'as pas sauvé la planète. Donc là, t'as cette posture un peu là, tu sauves pas la planète comme moi. Et en fait, ce truc-là, il est juste hyper chiant parce que pour toi, ta vie est chiante comme la pluie. Et en plus, tu fais t'embêtes clairement tout le monde et t'as pas une posture qui est constructive. Et ça m'a fait penser à... qui c'est qui fume ici de cigarettes? Adil, oui, Adil, c'est ouais. Il n'y a personne d'autre qui fume ou qui... ouais. Le tabac, c'est tabou. Non. Non, le truc, c'est que... De quoi? Viens me chercher parce que... Allez hop. Non, c'est moi, un truc qui m'a vachement fait réfléchir sur l'intérêt personnel à court terme, c'est un livre qui, moi, m'a permis d'arrêter de fumer. Voilà. Mais en gros, le livre est très très bon. Parce qu'en gros, s'il suffisait qu'on sache tous que la cigarette, c'est un truc qui potentiellement va nous enlever 10 ans d'espérance de vie, va nous faire puer de la gueule pour le restant de nos jours, qui va nous empêcher de mettre de côté pour acheter potentiellement une Ferrari, etc. etc. Qui c'est qui fumera encore? Ah, peut-être Adil, parce qu'il... mais pour les autres. Non, mais vraiment, personne ne fumera encore. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est notre intérêt personnel à court terme qui prime. Et en fait, ce que fait ce livre, et c'est incroyable, c'est que ce livre, en fait, donc déjà, c'est un lavage de cerveau, c'est un truc clair.
Donc pendant 400 pages, le mec rabâche la même chose et ça marche. Surtout ce qu'il rabâche, c'est qu'en fait, il déconstruit l'habitude de la cigarette et il te dit pas dans 40 ans, la cigarette, elle va provoquer ça chez toi, etc. Il te dit juste que là, à court terme, tu n'as aucun intérêt à court terme à fumer et surtout, il te donne un intérêt à court terme à ne pas fumer. Et en gros, après les 400 pages de lavage de cerveau, quand tu vois un fumeur, tu te dis pas, contrairement aux gens qui arrêtent à la volonté, oh là là, j'adorerais fumer une cigarette, il a trop de chance. Parce que c'est ça, la première fois que j'ai arrêté de fumer, ça a été ça. Hein. Chaque fois que tu regardes quelqu'un fumer, tu fais, allez, je le fais pas parce que dans 30 ans, potentiellement, j'aurai moins de cancer. Ah, ça marche pas comme ça. Tu te dis pas ça, tu peux pas te dire ça. Par contre, avec le livre, ce que tu te dis, c'est tu vois le mec fumer, tu fais, ah, le mec, il n'est pas libre. Il est esclave de la cigarette, le pauvre. Et tu le dis sincèrement. Et tu dis, moi, je suis un non-fumeur heureux. Et il arrive à te mettre ça dans la tête. Donc ça a beau être le livre le plus chiant de la tête, il arrive à parler à ton intérêt personnel à court terme. Et c'est hyper puissant. Et je pense que dans tous les changements d'habitude qu'on fait, c'est ça qu'il faudrait, moi, que j'essaye de faire. En fait, j'essaye de déconstruire l'habitude et de me dire, en fait, t'as aucun intérêt à court terme à la faire, cette mauvaise habitude, et essayer de trouver des intérêts personnels à court terme à faire les choses. Ça, c'était juste pour me rappeler. En gros, sur ça, ils ont fait 10 000 expériences pour mettre en évidence le fait qu'on ait tous des intérêts personnels à court terme à faire les choses. Il y en a une qui est connue, c'est des enfants et des marshmallows, vous avez déjà entendu? En gros, on met des enfants face à des marshmallows, on leur dit si quand le mec il part et il dit si t'as pas mangé les marshmallows, si tu craques pas, tu auras droit à 2 marshmallows. Alors que si tu manges un marshmallow pendant que je suis pas là, ben, tu n'auras pas droit au marshmallow. Et on teste la capacité qu'ont les enfants à résister à la tentation. Donc bon, ça c'est la torture pour enfants, donc je cautionne pas, donc je n'en parle pas. Mais une autre expérience, c'est de dire si là maintenant je vous propose 100 € à la sortie de la conf, parce on sait plus quoi faire, je sais plus quoi faire de mes bifetons, alors voilà. Ou alors dans un mois, je vous donne 105 €. Ok, qui c'est qui choisit 100 € maintenant? Non, mais ok. Donc le reste, 105 € dans un mois, on est d'accord? Ok. Maintenant, je fais la même proposition avec 100 € dans 12 mois ou 105 € dans 13 mois. Qui c'est qui prend 100 € dans 12 mois? Et qui c'est qui prend 105 dans 13 mois? En gros, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'en fait, on se rend compte que le court terme prime. Et l'intérêt à court terme, c'est pour ça qu'il est si important, c'est parce qu'en fait, c'est ça qui va nous déclencher l'action. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à résister à un paquet de marshmallows, à un paquet de bonbons, etc. Parce qu'on est des bêtes qui sont faites pour arriver à se nourrir, à se sustenter, etc. Sur ça, moi je me dis toujours, essaie de réfléchir à... il faut arriver à accepter le fait qu'on ait des logiques de court terme, et il faut surtout comprendre d'où ça vient ce court-termisme. Ça vient du fait qu'on est des animaux, et que en gros, si on prend 2 tribus il y a 9 millions d'années, et qu'il y a une tribu qui est plus en mode j'attends. Quand la tribu elle voit un mammouth passer, elle fait oh non mais il va faire des bébés, dans 1 mois et demi on arrivera à choper plus de mammouths. Et l'autre tribu elle fait oh on voit des mammouths, nous on les défracte et on les mange parce qu'on a faim maintenant. D'après vous, on est issu de quelle tribu? Moi personnellement, quand je vois mes comportements, je suis carrément issu de la tribu qui a défoncé le mammouth direct et qui allait défoncer les autres à coup de défense du premier mammouth. Très clairement. Et c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Et c'est pour ça qu'il faut arriver, je pense, à maîtriser et en fait à se servir de cet intérêt personnel à court terme pour faire des choses. Parce que moi, j'ai des envies je sais que j'ai des envies à long terme de faire des choses. Et mon but, c'est de fourvoyer, d'essayer de tromper mon esprit court terme à faire les choses que mon esprit long terme veut faire. Et c'est que ça. Pour moi, c'est un grand jeu de changement, d'arriver à apprivoiser son court terme pour s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi pour faire les changements qu'on a vraiment envie de faire dans sa vie. Hop là. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah ouais, ça. Sur ça, il y a une phrase que je trouve superbe de Martin Luther King qui dit en gros, s'il devait y avoir la fin du monde demain, je planterai quand même un pommier. Et je trouve que cette phrase, elle est très belle parce que c'est aussi ça qu'il faut faire, c'est qu'en gros, il ne faut pas penser aux intérêts à long terme à faire les choses, il faut faire les choses parce qu'on a intérêt à court terme à les faire. C'est très bien s'il y a un alignement des planètes,
Mais de base, il faut essayer de trouver son intérêt à court terme, il faut trouver son mammouth, son pommier, pour faire toutes les choses qu'on veut faire. Et si on n'a pas ça, on sera frustré, on fera les choses par frustration, et ça ne sera jamais bénéfique pour nous et pour les gens autour. Et après, le dernier truc que moi j'ai essayé de faire, c'est qu'en gros, j'avais un petit côté, au tout départ, quand j'ai pris dans le jeu, dans la tête, je me suis dit, du coup, je pourrais jamais faire ce que j'ai rêvé de faire. Je pourrais jamais être épanoui. Je pourrais jamais m'accomplir en tant qu'homme. Je pourrais jamais avoir la carrière dont j'ai rêvé. Je pourrais jamais avoir toute la thune que j'ai rêvé d'avoir. Et c'est dramatique. Et en fait, là, en réfléchissant 2 secondes, enfin un peu plus de 2 secondes parce que c'est des processus qui me prennent un peu plus de temps à moi, mais je me suis dit, mais en fait, où c'est que tu as fait le lien entre épanouissement et carrière? Où c'est que tu as fait le lien entre épanouissement et beaucoup d'argent? Enfin, il te vient d'où ce lien-là? Et en gros, j'ai commencé à me poser des questions en mode pourquoi? Pourquoi tu penses que ton épanouissement, ton accomplissement, ça a forcément passé par ça? Et sur ça, il y a une histoire que moi je trouve vraiment énorme. Hop! Attends, on va y arriver. Tu vas pouvoir passer les slides, hein, je pense. Je sais pas. Il est où? Pas grave. Ah, mais tiens, il est passé. Tu peux refaire tomber l'enceinte à chaque fois, ça va faire passer les slides. Non, mais il y a cette histoire. Donc, c'est l'histoire. Alors, vous choisissez mexicain ou kanak? Parce qu'à chaque fois, je sais pas quoi. Kanak, bon, très bien. Donc, c'est l'histoire d'un pêcheur kanak. En gros, cette histoire, c'est donc tu as un pêcheur kanak qui revient avec 2 poissons, hop, il a pêché au harpon, il est content, il s'installe sous un arbre. Et en gros, il y a un touriste américain qui arrive et qui le regarde et qui fait Hey mate, je comprends pas, pourquoi t'as pêché si peu de poissons? Il y en a plein partout, tu pourrais te gaver de poissons et les vendre au marché et te faire de la thune à foison. Et là, le kanak, il le regarde, il fait Ouais, c'est intéressant, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je pêcherais plus de poissons? Et l'Américain regarde, circonspect, ouais, tu comprends pas tout, toi. Ben oui, parce que, en fait, si tu pêches plus de poissons, tu pourras faire plus d'argent, et après, tu pourras acheter une 2e barque, okay, et tu pourras payer quelqu'un pour acheter et pour harponner des poissons avec toi, et puis tu pourras petit à petit être dans tous les marchés de la Nouvelle-Calédonie, et ça sera génial, parce que tu auras plein de gens sur tous les marchés qui vendront tes poissons. Et le Canadien qui fait Ok, ouais, c'est intéressant ta théorie, mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Et là, le marqué fait Non, mais tu comprends vraiment rien, parce qu'après, tu es dans toute la Nouvelle-Calédonie, tu es le master du poisson en Nouvelle-Calédonie, et tu vends sur tous les marchés, et tu te gaves. Et j'ai dit Ok, mais pourquoi, en gros, je ferais ça? Dis-moi juste pourquoi je le fais, c'est quoi mon intérêt? Mais tu comprends rien, parce qu'au bout d'un moment, tu es un peu le Forrest Gump du poisson néo-calédonien, tu vends tes poissons partout, c'est énorme, tu es le chef, tu es le roi du monde, et puis à un moment, en fait, tu as tellement de gens qui travaillent pour toi que tu t'arrêtes, tu te poses, tu pêches du poisson pour ta famille, et tu es tranquille. Et là, le gars qui regarde, a fait Mais c'est exactement ce que je fais là. Alors, cette histoire, elle est hyper simpliste, oui, c'est vrai. Mais elle dit quelque chose sur pourquoi on fait les choses et est-ce que vraiment, souvent, ou même juste parfois, on se pose ces questions-là. Alors vraiment, pourquoi on fait ce qu'on fait, ou alors c'est par automatisme, c'est par conditionnement, qu'on pense que la manière dont on a d'atteindre l'accomplissement, c'est une carrière, c'est beaucoup d'argent, etc. Et donc ça, c'est la pyramide de Maslow. Donc la pyramide de Maslow, c'est simple, c'est assez simple, c'est 5 étages. Les 2 premiers, c'est ce qu'il nous faut quand même pour arriver à vivre en tant qu'homo sapiens. C'est en gros un toit sur la tête, de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène. Et une fois qu'on a ça, les 3 derniers étages, c'est ce à quoi on va aspirer. Des besoins d'appartenance, des besoins d'estime, des besoins d'accomplissement. Et en gros, l'argent, la carrière, ça n'est qu'une matérialisation de ces 3 étages-là. Mais accomplissement, c'est pas du tout un besoin matériel. En tout cas, moi, c'est de ça dont je me suis rendu compte. Et en gros, on peut très bien atteindre l'accomplissement par quelque chose qui n'a rien de matériel ou très peu. Sur ça, il y a une vidéo qui est très très marrante qui s'appelle, en gros c'est en anglais, mais c'est Pourquoi les riches deviennent riches. Et en fait, la vidéo, elle montre juste qu'en fait, qu'est-ce que cherchent les riches? Ils cherchent à peu près pareil que nous, ils cherchent de la reconnaissance.
Et c'est juste qu'une manière de recueillir la reconnaissance de la société, de nous, c'est effectivement d'accumuler des richesses, et que si les riches, ils n'avaient pas la reconnaissance de nous tous, quand ils deviennent aussi riches que ça, ils arrêteraient de mettre toute leur énergie au service de devenir riches. Et c'est juste que c'est nous tous qui créons ça, c'est nous tous qui créons une société où l'accomplissement, ça passe par quelque chose de matériel. C'est juste nous tous, en tant que société, qui avons matérialisé cette pyramide-là. Et moi, je me suis juste dit à ce moment-là, non, est-ce qu'il n'y a pas moyen, en tout cas, d'un petit peu dématérialiser ta manière de t'accomplir? Et il y a un article qui parle de ça très très bien. C'est en gros, c'est un père qui parle à son fils et qui lui dit trouve pas un métier, trouve le verbe de ta vie. Et je trouve que c'est très vrai, c'est qu'à un moment, si le verbe de ta vie, c'est transmettre, c'est comprendre des choses, ben, tu pourras avoir 3000 métiers différents, tu pourras vivre dans une société qui a potentiellement des vaisseaux spatiaux partout ou dans la forêt, tu pourras toujours transmettre, tu pourras toujours comprendre des choses, et il n'y a aucun lien avec le matériel à partir du moment où tu as quand même un toit sur la tête, de quoi manger et de l'eau. Mais ça, moi, c'est un truc qui m'a mis du temps à comprendre, et ça m'a fait voir les choses d'un très bon côté ou d'un meilleur côté. Je me suis dit, personnellement, tant que j'ai ces deux trucs-là, dans n'importe quel que soit le monde, je pourrais toujours transmettre, je pourrais toujours comprendre, je pourrais toujours faire des choses qui, moi, j'estime, me mènent vers un accomplissement plus grand de moi. Et c'est vraiment ça qui a permis, moi, d'être plutôt plus cool avec toute l'époque qu'on vivait, de manière personnelle. Hop. Ok, donc c'est très bien. Donc maintenant, moi, je vis très bien avec l'époque dramatique dans laquelle on vit, c'est génial. Je la vis beaucoup mieux, parce que je trouve que c'est une époque formidable pour moi. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu quand même collectif? C'est là où on bute sur cette question-là souvent. En tout cas, moi, j'ai beaucoup buté. Pourquoi on veut que ça soit collectif à un moment? En tout cas, pourquoi moi j'ai voulu me dire à un moment, est-ce que cette manière, ces lunettes-là, il n'y a pas un enjeu à ce que je le diffuse, ou je reste avec mes lunettes plutôt cool pour moi, et j'ai aucun enjeu, aucune légitimité peut-être à diffuser ces choses-là. Et en fait, les deux choses sur lesquelles je me retrouve, les deux raisons pour lesquelles je pense que c'est intéressant d'essayer de les diffuser, la première, c'est, moi personnellement, je vis vachement mieux la vie depuis que j'ai ces lunettes-là. Donc c'est toujours pareil, moi quand il y a un truc avec lequel je vis mieux, j'ai envie de le transmettre, parce que je me dis potentiellement il y a des gens qui vont aussi mieux vivre avec ça. C'est pour ça que je saoule tout le monde avec le livre d'Allen Carr sur la cigarette, parce que je me dis pareil, il y a des gens qui vont arriver à arrêter de fumer avec ça, et ça serait trop bien pour eux, comme ça a été trop bien pour moi. Et après tout simplement parce que cette société que moi, à laquelle j'aspire et à laquelle beaucoup aspirent, mais je pense que plus on est nombreux à œuvrer pour y aller, plus elle adviendra et plus elle sera plausible. Donc il y a ces deux choses qui font qu'il y a un enjeu collectif à y aller. Et après je me suis posé une autre question, je me suis dit mais attends, si c'est aussi simple, on a tous envie d'être dans une société où il y a des arcs-en-ciel, des poneys, on fait tous la fête, et on saute tous ensemble sur les trampolines. Ok, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi ça semble si dur d'arriver à faire ce truc alors que là on parle tous ensemble ce soir, tout le monde va être d'accord pour faire ça. Et pourtant on n'y arrive pas. Vous avez compris? Il va y avoir un graphique. Non, j'ai vu un concept qui moi m'a éclairé pas mal de choses sur ça et qui est du coup ma grille de lecture pour tout ça. C'est un truc qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Quelqu'un a déjà entendu parler du dilemme du prisonnier où ça va être une grande exclusivité? Exclusivité, dilemme du prisonnier? Tu vas voir. En gros, le dilemme du prisonnier, c'est, mettons, deux personnes que je ne connais pas, vous deux, vos prénoms, s'il vous plaît. Moi? Oui. Guillemette. Bastien. Ok, Guillemette et Bastien sont des gangsters. Ah, dilemme du prisonnier, vous allez bien vous douter que vous n'étiez pas... Hop. Et il n'y a pas de schéma dans c'est pas grave, il faut passer à moi. Donc, Guillemette et Bastien sont des gangsters et à un moment se font choper par la patrouille. Ok, vous passez en interrogatoire, Guillemette et Bastien, et en gros vous faites cuisiner par des mecs, nous avons les moyens de vous faire parler, et ils vous font ça, et ce qui se passe c'est que vous savez ce qui vous attend. Et en gros vous avez deux choix. Ok? Donc soit vous parlez, parce que vous êtes une balance. Avec Guillemette, là, Bastien, rien à foutre, je balance, moi je suis comme ça.
Ou alors, vous avez un peu d'honneur. Vous parlez pas, parce que Bastien, c'est ma famille. Donc, c'est les deux choix, ok? Donc, on va être Guillemette là. Donc, Guillemette, soit elle parle pas, soit elle balance. Elle balance le pauvre Bastien. Et Bastien, symétriquement, il a exactement les mêmes choix. Donc, soit il parle pas, soit il envoie des grands phrasés. Alors là, je sais pas si vous y voyez. Hop. Voilà. Non, parce que là, vous y voyez pas, donc donne-moi les autres. Ah. Donc, soit on parle. Donc, Guillemette, elle est en haut, elle est là. Et là, il y a Bastien. Donc, ce qui se passe si on ne parle pas. Donc, personne ne se dénonce. Bon, ils n'ont pas trop de preuves, donc ils ne peuvent pas vous coller au cachot trop longtemps. Donc, en gros, tout le monde prend un an. Ok? Maintenant, Guillemette, elle parle, mais Bastien, il veut rien lâcher. Il fait non, mais Guillemette, je la respecte. Du coup, Guillemette, elle parle libre comme l'air. Et Bastien, il en prend pour 3 ans. Dommage, Bastien. On comprendra que là, c'est symétrique. 3 ans pour Guillemette si elle n'a pas parlé alors que Bastien a parlé. 0 pour Bastien. Donc 3 ans pour Guillemette, 0 pour Bastien. Et là, si tout le monde se balance, hein, tout le monde prend 2 ans. Qu'est-ce que ça illustre d'après vous ce truc-là? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle décision peut prendre Guillemette ou quelle décision vous prendriez à la place de Guillemette? Hein? Eh oui, alors il y a des gens, ils font partie de la famille. Et là, ça plaisante pas. Donc, à part si on appelle Leslie, il s'appelle Leslie et que vraiment on parlera jamais au Condé. Voilà, qui est une partie de la population, hein, certes. Sinon, imaginons que je sois à la place de Guillemette. Imaginons que je sache que Bastien ne va pas parler. Soit je parle pas, je prends un an, soit je parle et je prends 0. Du coup, dans l'éventualité où Bastien ne parle pas, ben j'ai tout intérêt à parler. Si Bastien ne parle pas, j'ai tout intérêt à parler. Si Bastien maintenant parle, je suis là. Donc soit je prends 3 ans si je ne parle pas, soit je prends 2 si je parle. Du coup, j'ai tout intérêt aussi, en tant que Guillemette, si Bastien parle, à le balancer. En fait, ce qui se passe, c'est que, quoi qu'il arrive, j'ai intérêt à balancer Bastien. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, on voit tous bien là qu'il faut faire comme Leslie elle a dit, pas balancer. On le sait tous. Mais n'empêche que individuellement, dans n'importe quel cas, on a intérêt à balancer Bastien. Et en fait, l'analogie, elle est là. C'est qu'en gros, prenons l'analogie de Bastien devient un grand pays, les États-Unis. Et mettons que Guillemette devient un autre grand pays, le reste du monde. Voilà. Comme ça, on a 2 grands pays. Et ça simplifiera beaucoup les graphiques. Ce qui va se passer, c'est que, mettons que pas parler, d'après vous, ça correspond à quoi? Ouais, protection. Ok, donc protection économique, quoi d'autre? Ça peut être quoi? La métaphore, l'analogie. Hein? J'entends pas. Ah, guerre ou paix. D'accord. L'analogie, elle va être plus simple, parce que guerre ou paix, je pourrais m'en sortir, mais je vais préférer mon analogie à moi. Mais c'était une bonne proposition. C'est en gros, pas parler, ça correspond à essayer de limiter les émissions, par exemple, d'énergie fossile. Okay. Et parler, ça équivaut à balancer autant de carbone qu'on peut dans l'atmosphère, chauffer les hirondelles, etc. Du coup, on va essayer de voir, si personne parle, donc si personne émet de carbone, tout le monde a des politiques de taxes carbone, etc. Économiquement, sur le seul critère qu'on regarde qui est le PIB, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Voilà. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite récession tous ensemble. Si on regarde le PIB, si on regarde cet indicateur qui est le PIB. Ok. Imaginons maintenant que le reste du monde envoie du carbone partout, parce qu'ils s'en fichent.
et que les États-Unis ont une politique volontariste alors que tous les autres font n'importe quoi, ce qui semble être le scénario le plus probable. Qu'est-ce qui va se passer pour le reste du monde? Donc, reste du monde continue à balancer du carbone partout, et États-Unis fait un effort. Qu'est-ce qui va se passer en termes de croissance? C'est ça. Le reste du monde va augmenter ou être assez stable, en tout cas va s'en sortir comme ça. Pendant ce temps-là, États-Unis va complètement se cracher parce qu'ils font des efforts, alors qu'en plus les autres continuent à faire n'importe quoi. On passe là, et ce qui se passe là, c'est exactement pareil, c'est que... ça c'est... Reste du monde, ça? Mais ce qui va se passer, c'est assez symétrique, c'est que là, en fait, les gens, ce pays-là fait un effort, alors que l'autre n'en fait pas, du coup, lui, il aura une croissance, et lui va se casser la gueule. Et là, qu'est-ce qui se passe si tout le monde fait aucun effort? Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde sera perdant, alors peut-être qu'on va limiter la casse à court terme, mais bon, en gros, à moyen terme, il y aura quelque chose comme ça. Ok, très bien. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement comme un dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que dans n'importe quel cas, quoi que fasse l'autre pays, moi j'ai un intérêt individuel à balancer. Donc vous voyez, dans les deux cas, cette flèche, elle est quand même meilleure là que là. Parce que, en fait, mon intérêt étatique individuel, à court terme, certes, mais n'empêche que c'est celui-là qui prime, parce qu'un État, ça fonctionne comme une personne. Ça réfléchit beaucoup à court terme, en tout cas un peu trop. Et bien mon intérêt à court terme, c'est de balancer. Et du coup, c'est aussi pour ça que je pense que c'est aussi difficile de prendre des décisions. C'est que quand on regarde le seul critère qu'on regarde, qui est le PIB, eh bien on se rend compte qu'on est dans un dilemme de prisonniers à grande échelle et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, du coup, d'après vous, ça serait quoi les manières de résoudre ce dilemme du prisonnier? Parce qu'on y est en plein. Et on aura beau tous vouloir faire de bisounours et des arcs-en-ciel et des trampolines, on sera toujours là-dedans, les politiques seront toujours là-dedans, et on n'y arrivera pas. Ou on aura du mal. Il y a changer l'indicateur. Parce qu'effectivement, tant que... Alors, c'est là où les décroissants, enfin, sans vouloir lâcher les décroissants dont je fais quelque part partie, mais décroissant, c'est dire aux gens, non, mais vous inquiétez pas, ça, c'est vachement mieux. Le truc qui décroît, là, c'est génial. C'est en gros comme essayer de convaincre un enfant qu'il faut grandir, en lui disant, écoute, tous les jours où tu grandis, tu te rapproches de la mort. Alors moi, j'ai jamais trouvé ça hyper excitant comme vision, mais pourquoi pas? Et les décroissants, c'est un peu ça, c'est, hé les gars, on décroît, ça va être génial. Alors oui, mais pas pour les raisons que tu invoques. C'est pas la décroissance qui est géniale. C'est peut-être la croissance d'autre chose, donc de l'autre indicateur, dont je sais plus qui parlait, je l'ai perdu. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc le changement d'indicateur, c'est ça, c'est qu'on va suivre autre chose. Et c'est quoi l'autre manière, moi, à mon avis? C'est en fait de se rendre compte, là, on fait comme s'il y avait deux planètes. On fait comme s'il y avait deux cellules différentes. Sauf qu'en fait, il faut se rendre compte qu'en fait, on est dans la même cellule, qui s'appelle une planète, un milieu, un environnement qu'on partage tous, et qu'en fait, à terme, ces croix, enfin ces flèches, ça sera la même pour tout le monde. Et en fait, je pense que c'est ces deux choses qu'on a à faire jouer pour résoudre le dilemme du prisonnier. C'est premièrement, effectivement, regarder si on ne peut pas changer d'indicateur. Et deuxièmement, pour voir si on ne peut pas se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas deux pays différents, reste du monde, États-Unis ou d'autres pays, qu'en fait, il n'y en a qu'un seul, et qu'on n'a pas de dilemme du prisonnier parce qu'en fait, il n'y a qu'une cellule. Et je pense que c'est sur ces deux choses-là qu'il faut jouer. Et les manières de jouer sur ça, c'est la première, si on veut changer d'indicateur. Hein? Hop là, nickel. Il faut... vas-y, passe à la prochaine direct comme ça. Il faut donner envie, il faut qu'on se donne envie de changer de lunettes. Ok? Il faut que... Parce que changer d'indicateur, c'est bien joli, mais encore faut-il qu'on ait envie de changer d'indicateur et que ce nouvel indicateur nous fasse rêver. Pour ça, je pense qu'il y a plein de stratégies et qu'il faut adopter pour donner envie, se donner envie, nous donner envie en tant que société de changer d'indicateur. Il y a le premier, c'est la posture. Moi, je pense qu'il faut toujours être pour les choses et essayer de jamais être contre. Parce que être pour,
ça construit, alors qu'être contre, ça entrave. Le pour, et il agit, il change le monde, alors que le contre, il réagit. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'on va aller voir le mec avec son 4x4 en lui disant « Ah mec, c'est dégueulasse, ton 4x4, tu pollues la planète, et puis en plus tu connais le bilan carbone de ton chien, c'est un scandale, et t'as vu sa gamelle, et c'est du plastique, et c'est pas bien. » Non, t'es sur ton vélo, tu t'en fous du mec en 4x4 avec son chihuahua. C'est pas le problème. Et ça, je pense que c'est vraiment une question hyper importante, c'est la question de la posture. Et la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut toujours être pour les choses, c'est en fait quand on est pour quelque chose, on a tendance à, bizarrement, le faire. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on se rende compte qu'on est tous des exemples et que c'est quelque chose qui est hyper important. Par exemple, là, on va faire un petit exercice. Je vais compter jusqu'à 3. Okay. Et sur 3, au moment où je dis 3, donc je ne sais pas si vous avez vu l'arme fatale 1, quand ils sont sur les cheveux, là, et qu'ils disent A3, après 3, sur 3, donc c'est sur 3. On tape tous dans les mains. Et en fait, le but du jeu, c'est entendre un clap. Donc là, je veux un clap. Donc vous êtes à peu près 90, je veux entendre un clap au moment où je dis 3. Donc il faut être prêt. Ok? Attention, là ils sont chauds. Ok. 1, 2, 3. C'est facile. Du coup, ça, c'est vraiment un classique. C'est qu'il faut qu'on se rende compte qu'on est tous des exemples et qu'en gros, on peut dire tout ce qu'on veut. Quand vous allez me revoir partir en Falcon ce soir, ça va jaser. Ça va pas le faire. Mais c'est comme ça. Il faut arriver à incarner ce qu'on dit, qu'on fait. Et c'est beaucoup plus facile quand on est pour quelque chose que simplement quand on est contre. L'autre chose, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on se rende compte de la puissance du marketing dans notre manière de vivre. En fait, on est tous des panneaux publicitaires ambulants pour notre manière de vivre. Et moi, par exemple, le sujet qui quasiment pas me touche le plus, mais que je trouve le plus intéressant, c'est un des sujets où j'ai été pas bon. C'est le thème du voyage. Dans nos milieux, on dit oui, bon, mais les tomates en hiver c'est pas bien, mais on va pas en manger, et on va manger du café, on va boire du café équitable parce que les pauvres en Colombie, les conditions de travail c'est dramatique si on achète du café qui est pas bon. Par contre, la semaine au Machu Picchu pour les vacances, là il n'y a aucun souci parce que c'est de l'ouverture sur le monde et c'est socialement, on rencontre des nouvelles gens, des nouvelles cultures et c'est génial. Ok, et encore une fois, en Australie, j'y suis pas allé à la barque. J'ai voyagé énormément. Ma sœur travaille entre Miami, Madrid et Paris et elle fait du dépose-colis avec mes neveux et mes nièces pour une semaine à Toulouse avant de repartir et revenir les chercher. Donc en termes de bilan carbone, en fait, la conférence ce n'est qu'une compensation carbone familiale à grande échelle. Donc mollo sur la leçon de morale sur le voyage. Mais je trouve quand même que c'est une problématique hyper intéressante parce que c'est la dernière, je trouve, où certains gens de notre milieu social, on veut pas. C'est-à-dire que non, tout ça c'est pas bien, mais le voyage, non quand même. Alors qu'il faut savoir quand même, juste pour info, un aller-retour Paris-New York, en termes de consommation carbone, c'est l'équivalent de 200 grammes de bœuf tous les jours par l'année. Donc à partir du moment où vous savez ça, vous vous dites, il vaut mieux que je mange des tomates cerises en regardant des documentaires sur le Machu Picchu tout l'hiver que aller au Machu Picchu l'été. Ceci étant dit, une fois que je vous ai dit ça, je vous laisse avec quoi? Est-ce que ça va vous faire changer votre manière de partir en vacances? Non. Au mieux, vous en avez rien à taper, vous oubliez ça en partant. Au pire, vous êtes un peu provocateur, ça m'est déjà arrivé, et vous sortez votre smartphone et vous réservez un billet d'avion devant moi en disant écoute, avec tes leçons de morale, tu me fais chier. Ça fait bizarre. Mais voilà. Et c'est ça, moi je pense qu'il est important de se rendre compte. Du coup, ah tu aimes bien? Du coup, non, ça marche? Mieux. Après, c'est mes mains. Hein. Et je pense qu'il est peut-être plus smart de dire à la personne qui vous a dit ah moi je suis parti une semaine au Machu Picchu machin,
de lui montrer une photo. Attention, je dis une photo parce que là, les photos de vacances, s'il vous plaît, soyez stratégiques. À partir du moment où vous montez 300 photos, vous avez perdu tout le monde, que ce soit Machu Picchu ou les Pyrénées. Parce que moi, du coup, c'est vrai que j'essaie de faire la promotion de plus en plus depuis que je suis rentré d'Australie pour le voyage local, parce que moi, je me suis rendu compte, notamment en ayant été en Nouvelle-Zélande et dans les Pyrénées, que les Pyrénées, c'est juste fantastique. Et j'ai grandi tout à côté et j'en connais pas un seul endroit vraiment bien. Et maintenant, je commence à le découvrir parce que j'ai eu la chance de voyager. Donc, je suis d'accord de voyager loin. Donc, encore une fois, pas de leçon. Mais je me rends compte de plus en plus qu'effectivement, le véritable voyage de découverte, ça consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc, petite phrase de Proust. Voilà. J'ai jamais lu un livre, mais j'ai vu cette citation, je fais oula. Je vais la sortir, ça va faire bien. Mais c'est vrai que c'est intéressant, et je pense que si à un moment on veut changer et qu'on veut regarder la flèche rouge dont on parlait, il faut qu'on arrive à changer notre regard. Et ça peut commencer par changer notre regard sur le voyage, par exemple, pour donner envie aux gens de regarder le voyage autrement. Donc ça, c'est des manières, je pense, de faire passer des idées, de faire passer la flèche rouge, le nouveau critère. Une autre manière, je pense, c'est l'art, quelque part. Je ne sais pas ce que vous voyez quand vous voyez cette image. Mais en gros, c'est peut-être la seule image qui me donne envie de prendre le métro parisien. En me disant, au final, le métro parisien, c'est pas que des gens qui transpirent et qui se bousculent pour aller d'un bout à l'autre de Paris. C'est aussi une magnifique invention hyper émancipatrice qui permet à plein de gens d'aller d'un point à l'autre d'une ville. Et je pense que c'est ça, en tout cas moi c'est ça que je vois dans cette œuvre d'art, c'est quelque part un réseau ferroviaire, un réseau de transport en commun. C'est un réseau qui nous permet d'accéder à tout point d'une ville à tout moment, et c'est quelque part fantastique. Et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait qu'on continue à collectivement être propriétaire de ces réseaux de transport en commun. Mais en tout cas, cette œuvre d'art, elle permet de changer ce regard-là. Et en ce sens, l'art, c'est intéressant. Une autre manière, c'est peut-être le design et le côté esthétique. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'on met dans les robinets. Et c'est comme le truc qui fait la mousse, mais en beaucoup plus joli. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose de beau et qui nous fait envie, et quelque chose qui dépense moins d'eau. Donc c'est une solution sexy à un problème qu'on a de consommation. Donc ça marche, à partir du moment où on passe pas 35 minutes à regarder le motif de l'eau dans son robinet. Et là, ça devient beaucoup moins efficace. Mais c'est une manière de faire passer une posture, de faire passer un autre critère, de suivre autre chose. Une autre manière aussi, c'est peut-être juste l'humour et retourner les paradigmes et se dire que ça serait quand même tellement marrant un monde où on pourrait tous aller à Ramonville en vélo et où le mec dans son 4x4 et son chihuahua, il serait sur le côté droit. Il aurait tout le droit d'être là, mais il aurait la place qui lui est réservée. Et je pense que c'est intéressant de voir ça et d'arriver à comprendre que nous, on peut arriver à diffuser une autre manière de voir le monde et à arrêter de courir après cette flèche noire qui, de toute manière, dans le dilemme du prisonnier, ne nous aidera pas à résoudre les enjeux. Donc ça, c'était le premier truc. Le premier truc, c'était comment on donne envie de suivre la flèche rouge plutôt que la flèche noire, comment on se donne envie de suivre les autres critères. Le deuxième truc, c'était comment on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule cellule, qu'il n'y a qu'une seule planète, qu'il n'y a qu'un seul environnement. Et ça, c'est un truc, je pense qu'il faut qu'on arrive à le développer, c'est qu'il faut qu'on arrive à développer, moi que sociétalement, j'essaie de pousser ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à développer une conscience globale des choses. Parce qu'en fait, notre cerveau, donc c'est le même cerveau que les mammouths, hein, on se rappelle, en fait, il est fait pour arriver à gérer un monde qui n'est pas très complexe, avec deux acteurs, le mec qui va vous aider à faire les foins en septembre, et votre voisin à gauche. Donc vous savez qu'en gros, si vous n'êtes pas sympa avec les deux, vous allez ramasser sur le coin du dé, donc vous avez tendance à, stratégiquement, savoir qu'il faut faire du gagnant-gagnant avec eux. Sauf que le monde, maintenant, quand vous achetez un téléphone, vous ne vous rendez pas compte de tous les impacts que ça a, que ce soit des impacts positifs en termes d'emploi dans les boutiques numériques, ou alors les emplois de transporteurs, ou alors des emplois peut-être un peu moins bons dans des pays pauvres où c'est des enfants qui travaillent, etc. Ces impacts-là, ils sont hyper compliqués. On a des impacts à tous les niveaux. Et ça, c'est très dur, en fait, d'appliquer notre bon sens paysan à un monde aussi complexe que ça. Et pour ça, il faut qu'on arrive à développer tous une conscience un peu plus globale des choses. Et ça marche pour tout. Et je pense qu'il faut se servir de tous les outils pour arriver à, dès qu'on fait quelque chose, essayer de prendre conscience de tous les impacts que ça a et de les connaître. Par exemple, juste cette vidéo.
Salut. Ça va? Ambiance. Il y a des tranches de poulet, des chicken rings pour la fin de la conférence. Non, personnellement, moi je mange du poulet, donc c'est pour ça que je me permets de montrer ce vidéo. Mais je pense qu'effectivement, il y a un enjeu sociétal où quand on fait des choses, on prenne conscience de ça, on prenne conscience de tout. Sur ça, il y a un philosophe, Bergson, qui a écrit un truc que moi je trouve très vrai et que j'avais pas connu jusqu'à il y a très peu longtemps. Il dit la société, la modernité nous a apporté un supplément de puissance grâce à la technique. C'est-à-dire que maintenant on est beaucoup plus puissant qu'un chevalier ou qu'un mec en Grèce antique, parce que la technique nous apporte ce supplément de puissance-là. On en a un qui a avec un bouton la puissance de détruire le monde entier. Et des fois on se dit oulala, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'il puisse appuyer sur ce bouton. Mais c'est le cas. Et en gros, ce supplément de puissance-là, est-ce qu'on pense qu'il a été complété par un supplément d'âme, de conscience ou pas? En gros, on a eu un supplément de puissance énorme qui n'a pas du tout été rattrapé, en tout cas pas du tout été compensé, accompagné d'un supplément de conscience et d'âme-là. Et quelque part, si on veut qu'on se rende compte qu'on est dans le même environnement, dans la même cellule, et qu'on fasse les choses en conscience, il faut que tous, on trouve des moyens, des outils, je ne sais pas lesquels ils peuvent être, notamment des vidéos virales sûrement, mais de développer cette conscience supplémentaire-là. Et non seulement il faut la comprendre, il faut avoir conscience, mais je pense qu'il faut arriver à la ressentir. Et moi, ça, c'est un exemple, c'est qu'un jour, pendant très longtemps en Australie, j'ai eu tous ces raisonnements, je comprenais, et j'arrivais un peu à comprendre comment le monde y marchait, et que quand j'allais dans un supermarché, en fait, le supermarché était fait pour que j'ai envie d'acheter. Ça, je comprenais très bien, mais ça ne me dérangeait pas plus. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans un supermarché, et j'ai vraiment eu cette sensation-là. Donc en gros, ça c'est Black Friday, il y a sûrement des serviettes à 20 centimes, donc c'est super intéressant, donc il faut absolument se précipiter pour les avoir. Et moi, j'ai ressenti ça. Et j'ai ressenti, en marchant dans un supermarché, le fait que tout le supermarché était fait pour que j'achète telle lessive et pas telle autre, alors qu'au final, je lave jamais mes fringues. Voilà. Mais c'était très bizarre, et quand j'ai ressenti ça, à partir du moment où je l'ai ressenti, mais j'ai plus à réfléchir, j'ai plus eu envie d'acheter. Et je pense que ça, c'est intéressant, c'est à partir du moment où on passe de la compréhension au ressenti, on intègre vraiment ça, on commence à agir de manière naturelle. Et moi, ça me fait vachement penser à cette scène, je sais pas si vous avez tous vu Matrix? Ok, rappelez-vous, Matrix, à un moment, il sait depuis le début qu'il est dans les matrices, on lui a dit comment ça marchait, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il voit la matrice. Il comprend, il ressent le truc. Et à partir du moment où il ressent ça, il arrive à interagir avec la matrice, il arrive à la transformer. Parce qu'en fait, il la ressent, elle est à l'intérieur de lui. Et moi, je pense que, quelque part, c'est un peu ça la société, c'est un peu ça. Il faut que non seulement qu'on comprenne, qu'on prenne conscience, mais qu'on arrive à le ressentir pour arriver à interagir et la transformer. Ok, donc ça, c'est pour développer une conscience globale. Donc là, on comprend qu'on est dans le même environnement. Et je pense qu'en fait, quand on rassemble donner envie de changer de lunettes et développer une conscience globale, en fait, il faut qu'on crée une culture. Il faut qu'on crée une culture de masse. Il faut que quelque part on redéfinisse ce qui est cool et ce qui n'est pas cool. C'est exactement comme dans les vidéos pourquoi les riches deviennent riches. Et bien en gros, il faut qu'on redéfinisse ce qui est cool pour qu'en fait toute l'énergie qu'on peut avoir nous et qui avons envie de faire des choses, ou d'autres, qui en ce moment est beaucoup dirigée vers la création de richesses monétaires, de produits, etc., soit dirigée vers autre chose que sociétalement on considère comme étant cool. Sur ça, moi j'ai deux exemples. Il y a cette entreprise qui a fait, je trouve, un documentaire magnifique qui s'appelle Worldwear. Et en gros, c'est un documentaire sur les habits qui ont une vie. Et en gros, c'est un documentaire qui suit 3 personnes, dont un mec, un surfeur au Nouveau-Mexique, qui a 55 ans, ça fait 35 ans qu'il est dans sa caravane. Et le documentaire, c'est sur son board short qu'il a acheté quand il avait 20 ans et qu'il a suivi toute sa vie. En mode, il a rapiécé avec un bout de parasol, etc. Et le mec te parle de son short et il te fait vivre toute sa vie, toutes ses aventures au travers de ce short. Et en fait, à la fin du documentaire, tu n'as qu'une envie, c'est aller prendre ton pull à capuche tout pourri de ton école d'ingénieur et faire ça, c'est mon pull préféré. Parce que c'est le pull qui a une histoire, qui a vécu, avec lequel j'ai eu des aventures. Et en fait, ce documentaire, il arrive à te faire ressentir ça. Et je pense qu'on peut créer une culture de masse où on arrive à ressentir les choses différemment. Et moi, je sais que j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui m'avait formaté, qu'est-ce qui m'avait conditionné, par exemple, à adorer la randonnée. Donc, j'adore la randonnée. D'après vous, pourquoi j'adore la randonnée? Quel est le livre, je vous donne la liste,
qui m'a formaté à adorer la randonnée. Ah ah. Vous avez jamais lu de livre sur la randonnée? Non, c'est pas un livre sur la randonnée, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc que je lisais dans mon bus quand j'étais petit, donc juste avant de me faire balancer les stylos partout. J'avais quand même 2-3 minutes pour lire 2-3 pages. Et en gros, il y a une étape dans Le Seigneur des Anneaux où les mecs, là, Aragorn, Gimli et Legolas, courent après les deux hobbits pendant 2 semaines sans manger, et à travers la pampa, et en fait, il y a 100 pages où on les voit faire de la randonnée, le feu de camp, marcher vite, les herbes hautes, tout ça. Et je pense que c'est un truc, quand tu le lis et que t'es jeune, ben dans ta tête, ça fait tilt, et tu veux faire de la randonnée parce que c'est génial. Et moi, je pense que quelque part, si la princesse des neiges volait moins en avion et était végétarienne, dans 10 ans, on a une génération de petites filles qui veulent plus prendre l'avion et qui sont végétariennes. Et là, non, mais c'est sûr. Et là, vous allez voir, elles vont faire du patinage artistique. Bonjour, ma nièce, elle va faire du patinage artistique parce que la Reine des Neiges fait du patinage artistique et qu'on va se mettre au patinage artistique. Donc il y a un enjeu à créer une culture, à créer des films qui vont faire la promotion de ce nouveau cool-là. Je pense. Alors, par contre, ok, on va faire ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaye de donner envie d'aller vers d'autres critères. Je pense qu'il faut qu'on arrive à développer cette conscience globale, créer cette culture de masse. Mais il y a un moment, je me suis quand même dit, au nom de quoi tu te permets de dire que ça, c'est plus cool que autre chose ou moins cool? C'est-à-dire, en quoi ces approches-là, elles peuvent être universelles? En quoi je peux dire, par exemple, donc prenons Tom et Jerry, ou le contraire, je ne sais jamais. Mais en gros, il y en a un, la petite souris, là, elle, son moyen de s'accomplir, c'est d'accumuler des Airbus A380 sur son parking. On ne remet pas en question. Elle aime les Airbus A380, elle veut en avoir beaucoup et sur son parking. Très bien. Et il y a l'autre, là, le chat, lui, son but dans la vie, c'est créer du lien avec ses voisins, échanger, la convivialité, l'altruisme, etc. En gros, il veut avoir ces connexions-là avec ses voisins, parce que c'est ça qui nourrit, c'est ça qui l'accomplit. C'est transmettre des idées, peut-être, et voilà. En quoi, d'après vous, le chat, il a plus raison que la petite souris? Au nom de quoi? Pourquoi on dirait qu'il ne faut pas une société composée de gens qui accumulent des Airbus A380 dans son parking, et pas une société composée de gens qui ont juste envie de créer des liens avec les voisins et de transmettre des idées? Au nom de quoi? Ouais. Ok, chacun est différent, mais là justement, là. Donc chacun est différent, donc chacun a le droit de faire ça. Oui, ok. Donc, chacun a ses aspirations, exactement. C'est ça que je me suis dit, donc chacun a ses aspirations. Donc pourquoi je créerais un cool qui va dans une direction plutôt qu'une autre? Autant chacun définir ce qui est cool pour soi. C'est-à-dire La souris, si elle accumule des A380, et à un moment donné, je sais pas, mais ça. L'impact de ça. Ça, il a fait comment En fait, c'est ça. Alors, c'est encore plus, quelque part, pas vicieux, mais plus que ça, c'est... En fait, imaginez une société de 7 milliards de personnes qui veulent avoir 5 Airbus A380 sur leur parking. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Et quand ça passe pas, ça veut dire que non seulement il y en a qu'une petite partie qui va y arriver, mais en plus, il y en a une énorme partie qui va être frustrée et qui va même empêcher l'autre partie qui était bien d'être bien avec ses Airbus. Parce qu'ils vont vouloir piquer les Airbus, alors c'est pas pratique, mais ça peut se faire, etc. etc. Mais alors non seulement on peut pas l'atteindre en même temps, mais en plus c'est quelque part c'est concurrentiel. C'est-à-dire que si moi j'arrive, non seulement on peut pas tous y arriver en même temps, mais si moi j'arrive, tu as moins de chances d'y arriver toi. Et dans l'autre partie, si moi ma manière de m'accomplir c'est de développer du lien avec les voisins, si la manière de s'accomplir des voisins c'est aussi développer du lien avec leurs voisins, si moi j'y tends et j'y arrive, l'autre a plus de chances d'y arriver. C'est que d'un côté, non seulement on a des besoins qui sont concurrentiels, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas, mais en plus, dans la deuxième partie, ça s'encourage. C'est-à-dire que c'est une sorte de cercle vertueux. Si moi j'y arrive, tu as plus de chances d'y arriver. Alors que les Airbus A380, c'est pas le cas. Et c'est au nom de ça que je pense que tout le monde est différent, mais qu'il y a des critères de bonheur qui sont partageables entre tous au même moment, et il y a des critères de bonheur qui ne le sont pas. Donc c'est au nom de ça, moi je pense qu'on peut se battre et qu'on peut militer pour changer la pyramide des Maslow sociétales vers un cool qui est le moins matériel possible, qu'on ait tous une chance d'arriver à atteindre en même temps. Et par contre, ce que je me suis dit aussi, je me dis plein de choses,
C'est que quelque part, quand on lâche une pyramide, qui est une pyramide matérielle pour aller vers une autre pyramide, c'est quelque part un sacrifice. Et c'est très dur de faire des sacrifices et de changer au nom de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quoi la vision de la société qu'on nous promet en ce moment? Est-ce qu'on a vraiment une vision tous collective, sociétale, politique, qui est claire et qui nous donne envie d'y aller? C'est votre opinion. Moi, je sais juste que pour ma part, pendant un moment, et encore maintenant, je me dis que ce qu'on me vend beaucoup, ou ce qu'on m'a vendu quand j'étais jeune, c'est juste, on va limiter la casse, on va faire une société un peu du moins pire et pas forcément du mieux. Et c'est ça qui nous manque. Il nous faut une vision qui nous permet de faire des sacrifices et des efforts partagés par tous, au nom d'une vision collective qui nous fait tous rêver. Sur ça, il y a l'exemple, en gros, un cosmonaute, si à un moment il est capable de se mettre dans une boîte de concert pendant 2 semaines, sacrifier sa vie, pas voir sa famille et ses enfants pendant 3 semaines, c'est parce qu'en face, il a un truc qui l'excite beaucoup, c'est la Lune. Et c'est pour ça qu'il fait ces sacrifices-là. De la même manière, moi je pose la question, vous avez déjà, hop, cette phrase, vous l'avez déjà vue, sûrement, cette phrase-là. Bonjour. Vous avez les clés? Anne-Marie, les clés. Vous avez déjà vu cette phrase? Hein? Exactement. Donc moi j'imagine juste un mec arriver aujourd'hui et nous sortir la même chose. Ça serait rigolo. Déjà, hein? C'est pire la guerre, c'est pire. Exactement. En fait, est-ce que vous êtes déjà demandé comment il est arrivé, qu'est-ce qu'il a promis aux Anglais pour arriver à se faire élire avec ce magnifique programme électoral? Qu'est-ce qu'il a promis? Hein? La victoire. Il a promis ça, il a promis la victoire, et en plus il a promis la victoire face à un petit énergumène un peu énervé qui faisait chier beaucoup de monde à cette époque-là, et qui était une sorte de copie conforme du diable, et c'est pour ça qu'il est arrivé à se faire élire. Et je pense qu'en même temps, si nous on n'a pas un truc comme ça, si on n'a pas une flèche rouge, un critère qui nous fait vraiment rêver, et qu'on arrive à décider ensemble que ce critère-là c'est le bon critère et le PIB on s'en fout, on n'arrivera pas à faire des efforts, on n'arrivera pas à changer la pyramide de Maslow sociétale qu'on a à reconstruire tous ensemble. Et sur ça, moi je me suis posé la question, et il y a un TEDx. Donc TEDx c'est un format de conférence qui est connu, et en gros c'est la plus longue étude sur le bonheur qu'ils ont fait. Et c'est une étude qui a duré 80 ans. Ils ont pris des types, donc 400 pauvres aux États-Unis, 400 enfants du milieu riche, et ils les ont suivis sur 80 ans. Donc pendant 80 ans, ils les ont suivis, donc vous doutez, c'est pas les mêmes psychologues qui les ont suivis tout au long, il y a eu des générations qui ont suivi l'étude. Donc le patriarche, le survivant, la 4e génération, il a conclu l'étude. Et ils les ont suivis en fait sur 80 ans avec des interviews tous les 2 ans pour savoir où ils en étaient de leur métier, qu'est-ce qui se passait, la famille, l'argent, comment ça allait, etc. Et en fait, à la fin de l'étude, ils se rendent compte que ce qui fait vraiment que les gens, à la fin de leur vie, ils estiment avoir une vie riche, épanouie, dont ils sont heureux et satisfaits, effectivement, c'est la richesse des liens qu'ils avaient avec leurs proches, c'est l'amour qu'ils avaient reçu, donné pendant leur vie. Et c'est vraiment ça qui fait que les gens estiment à la fin de leur vie avoir été heureux, et c'est pas forcément la richesse, c'est pas forcément la carrière, etc. Et ça, c'est incroyable, ça veut dire que à la fin, on transforme juste notre pyramide de Maslow pour la rendre matérielle, mais au final, ce qui nous rend tous vraiment heureux, c'est ça. Et c'est ces sentiments positifs-là. Et je pense que quelque part, est-ce que c'est pas juste ça qu'il faut qu'on fasse si on veut résoudre le dilemme du prisonnier de tout à l'heure? C'est, au lieu de dire on va décroître, etc., il ne faut pas faire la promotion, faire le marketing et croire vraiment à une société de l'hypercroissance. On veut de l'hypercroissance, de la bienveillance, de l'altruisme, du lien entre nous, du fait qu'on s'apporte des choses. Et c'est militer pour ça. Et arrêter de militer pour la décroissance de machin de bidule, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est aller vers du toujours plus, parce qu'on est fait pour ça. Et c'est beaucoup plus facile de nous convaincre d'aller vers du toujours plus d'autres choses qu'aller vers du toujours moins de quelque chose auquel on est habitué à aller vers du toujours plus. C'est beaucoup plus facile comme changement de paradigme de rester dans du toujours plus, mais je me dire, voilà, toujours plus de ça, en fait, on s'en fichait. Au fond, on voulait toujours aller vers du toujours plus de sentiments positifs. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on crée, et je pense qu'il faut qu'on le crée pour 3 raisons. Parce qu'en fait, on a toujours voulu aller vers du toujours plus,
On est fait pour ça. C'est l'énergie humaine, elle vient de ça. On veut toujours aller dans la marche d'après. Et c'est très bien. C'est juste qu'il faut qu'on choisisse le bon escalier. Deuxièmement, parce que du toujours plus d'émotions positives, du toujours plus de bienveillance, on aura toujours l'énergie d'y aller. On aura toujours l'énergie de faire ça. Et ça résoudra notre dilemme du prisonnier. Et parce qu'en plus, du toujours plus de bienveillance, ça fait 9 millions d'années, voire plus, qu'on est fait pour ça. Il y a eu des millions et des millions d'années d'évolution qui ont fait que c'est ça qui nous nourrit et qui nous épanouit. Donc pour ces 3 raisons-là, on n'a aucune raison de ne pas changer le critère qu'on suit et le transformer sociétalement pour aller vers du toujours plus de ces choses-là. Et en fait, moi, c'est ça à la fin que je retiens. Du coup, c'est par exemple toujours plus de liens entre nous avec, par exemple, les personnes âgées. Enfin, nous, on fait un travail sur ça, mais ça, c'est sûrement une autre conférence. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que quelque part, moi, ça, c'est ma vision à moi. Vous, le toujours plus vers lequel vous voulez aller, c'est le vôtre. Et quelque part, il faut aussi qu'on se crée tous le toujours plus de ce quelque chose vers lequel vous voulez aller, qui est peut-être Adélaïde, tous différents, à partir du moment où ils restent dans ce cadre de partageabilité. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on invente tous ensemble, c'est qu'il faut un toujours plus qui nous correspond, qui vous correspond, qu'on invente ensemble. Et ces lunettes-là, dont je vous parlais au tout début de la conférence, moi j'ai les miennes, et vous allez développer les vôtres, pour qu'ensemble on définisse ce toujours plus vers lequel on va aller, qui, moi je pense, doit être du toujours plus de bienveillance, d'émotions positives, etc., etc. Et voilà, donc j'espère qu'on arrivera à tous ensemble à trouver ce plus d'émotions positives qui va nous faire rêver, qui va nous faire avancer et qui va nous faire résoudre ce magnifique dilemme du prisonnier. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et